Voilà, bien, nous allons voir dans cette vidéo les questions qui ont été posées par les différents lecteurs concernant les transitions des morts avant et après l'ascension. Donc c'est un article qui bien sûr était, je dirais, assez lourd de conséquences puisque, comme vous pouvez le voir sur le dessin, eh bien, nous avons une séparation. Hein. Nous avons une voie en bas. Alors ici, pour des raisons techniques, je suis coincé. Vous voyez ici, il y avait une séparation, parce que là, il n'y a pas de flèche, je suis obligé d'en faire. On a une séparation 3D et on a une séparation 5D. Alors, dès que l'on aborde la problématique d'une séparation, d'un tri, eh bien, il y a quelque chose d'instinctif chez nous qui fait qu'on n'est pas d'accord. Hein, donc, nous le savons en nous, puisque comme nous sommes amour, véritablement, eh bien, tout ce qui est séparation nous fait mal au cœur. Donc dès que quelqu'un dit ah bah il va y avoir un tri, on va séparer ceux qui sont à la bonne vibration puis de ceux qui ne le sont pas, ça déclenche, on va dire, un certain nombre de phénomènes. Et c'est pour cela aussi, entre autres, que il y a eu une baisse de fréquentation du blog depuis cette parution de cet article, parce que bon, un certain nombre se sont dit non, moi je suis pas d'accord, c'est une ascension collective, tout le monde va y aller ou personne. Donc ça c'est une réflexion, on va dire, de 3D pur. Hein, c'est-à-dire c'est blanc ou c'est noir, mais voilà, alors on sera tous blancs ou on sera tous noirs. Donc ça c'est je dirais une réaction de 3D pure, hein, mais qui est basée sur un élan du cœur, nous sommes bien d'accord. Donc ici il faut comprendre que déjà, par rapport à ce schéma, eh bien, c'est un individu. Donc, un individu, vous allez le savoir, puisque tout le monde me parle d'esprit directeur, d'étincelle de vie, puisque bien sûr j'en parle, et vous allez comprendre que c'est à travers mon message, c'est une chose que j'ai structurée, qui est extrêmement simple, mais qui, dans la réalité, quand nous serons beaucoup plus avancés dans les cours, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'interactions et que c'est pas toujours aussi simple de faire comprendre simplement. C'est comme si vous expliquiez à quelqu'un qui arrive à la maternelle, c'est quoi une intégrale. Il va pas tout comprendre tout de suite, quoi, parce qu'il va falloir qu'il apprenne à savoir ce que c'est quoi une addition, une soustraction et des tas de choses comme ça. Mais tant qu'il n'a pas les rudiments, c'est très très difficile de lui faire comprendre que, eh bien, avec une petite formule mathématique, on peut lui expliquer pourquoi la vague elle est aussi haute et pourquoi il y a un creux. Mais il voudrait tout de suite savoir pourquoi il y a le haut de la vague et pourquoi telle profondeur de creux. Il me dire bah oui, mais il faut que tu apprennes des choses avant. Hein. Donc maintenant, je vais commencer au niveau des questions. Donc une question de Thierry. Tu dis souvent que l'âme est la somme de tous nos blocages émotionnels. Quelqu'un qui n'a pas de blocage n'a plus d'âme. Ne peut-on pas dire que l'âme représente la somme de nos expériences émotionnelles, aussi bonnes que négatives? Alors, il a commencé déjà à répondre, hein, donc Thierry, tu as commencé déjà à répondre à ta propre question. C'est que, d'abord, tu pars sur un postulat, hein, quelqu'un qui n'a plus de blocage n'a plus d'âme. C'est impossible dans le sens que, quand tu dis que tu n'as plus de blocage, ça peut être une chose qui est dite par le mental ego. Parce que des blocages, il y en a. Et tu ne pourras jamais venir au bout de tous tes blocages. C'est impossible, pour la simple et bonne raison, c'est que, en disant cela, c'est dire je suis séparé d'eux. Or, l'âme humaine, l'âme est collective, c'est comme au niveau d'un corps, vous savez, on a des 50 000 milliards de cellules, c'est comme si une cellule disait non, mais moi, tu vois, là, moi, en tant que cellule, je suis séparé de tous les autres. Mais non, tu n'es pas séparé d'un iota des autres. Ça veut dire que quand un individu a une émotion, l'ensemble du corps, s'il y a suffisamment d'individus qui ont cette même émotion, va ressentir cette émotion. C'est-à-dire que la totalité est partagée. Donc il n'y a pas, ouais, j'ai dans mon coin, moi je souffre, les autres ils sont heureux, ils ont tous le sourire. Dites-vous bien que chaque chose qui se passe en vous se passe dans la chose collective. Alors après, c'est une histoire de quantité. C'est-à-dire que s'il y a, par exemple, on va dire 1 million de lampadaires, 1 million de lampadaires, ça va commencer déjà à titiller, on va dire, l'inconscient collectif, hein, l'âme collective. C'est sûr que s'il y en a 2, ça va bouger un peu moins. 2 sur 7 milliards, ça ne va pas bouger beaucoup, mais tout dépend de la puissance qui est émise. Donc ça, c'est déjà une première chose. Il ne faut pas se voir comme un élément séparé en disant « Ah mais moi, il y a mon âme, donc c'est mes blocages ». Ça ne veut rien dire mes blocages, parce que quand nous sommes dans la théorie de l'un, nous allons découvrir que nous sommes tous alimentés par la même source et qu'en fait nous sommes tous des facettes différentes, mais de la même chose. Donc il n'y a pas de différence entre nous et les autres.
Et donc, tant qu'on n'a pas complètement intégré cette notion, je dirais que en fait, l'illusion, c'est d'être séparé, c'est de dire mon âme. Il n'y a pas mon âme, il n'y a pas d'âme individuelle. Il y a simplement, c'est comme une consigne, hein, on le verra dans les questions qui vont suivre, une consigne à la gare. Il y a des tas de gens, il y a des milliers de gens qui utilisent la gare, et puis il y a on va dire, des milliers de consignes. Eh bien, vous pouvez bien sûr, pendant un certain temps, avoir une clé d'un casier de la consigne. Mais dites-vous bien que le jour où vous n'avez plus besoin du casier, la clé est remise à un autre. Parce que le casier ne va pas rester vide. Donc les casiers sont utilisés par des milliers de gens, le même casier va être utilisé par des milliers de gens. Donc voilà la différence qu'il y a quand on passe, on va dire, en tant qu'étincelle d'esprit, c'est qu'une étincelle d'esprit, quand elle part, alors là je ne peux pas avec le curseur, mais quand une étincelle d'esprit va passer du soleil et va venir s'incarner dans un corps, là vous voyez je dessine la flèche, pour venir dans un corps, eh bien elle va passer forcément dans l'astral. Elle va passer dans cette zone, obligatoirement. Et en prenant dans cette zone, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe à la consigne. C'est-à-dire qu'elle va avoir la clé pour ouvrir cette consigne. Cette clé, c'est simple, c'est la vibration de l'esprit directeur. Parce que l'esprit directeur, lui, eh bien, comme je vous le dis, il a 8 possibilités d'incarnation, hein, et on pourra en parler plus longuement si vous voulez après, mais ces 8 possibilités d'incarnation, c'est 8 clés. Donc, quelque part, il peut s'incarner dans n'importe où sur Terre. Il y a plein de consignes, il y a plein de gares, et selon les nécessités, il dit, tiens, toi, tu prends telle clé, puis tu vas aller ouvrir tel casier là-bas, et puis tu prends la valise qu'il y a dedans, et puis ça va être là pour ton contrat de vie. Alors, le casier, c'est pas quelque chose que vous êtes le seul à pouvoir ouvrir, parce que c'est à l'image, on va dire, du postier. Vous savez, comme à la poste, quand vous allez à la poste et que vous avez une boîte postale, vous avez votre petite porte avec votre clé, vous pouvez ouvrir. Oui, mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui, lui, n'a pas besoin de clé parce que, on va dire, la boîte aux lettres, elle a le cul à l'air de l'autre côté, et le postier, lui, voit toutes les boîtes aux lettres et il peut mettre ce qu'il veut dedans. En clair, il sera mis dans votre boîte aux lettres les blocages émotionnels que vous n'avez pas réussi à, on va dire, débloquer. Donc, il y en a un, ça sera, problème amoureux. L'autre, ça sera, je me suis fait couper la tête, donc j'ai un problème avec ça. L'autre, je suis mort dans une cave et j'aime pas du tout les araignées, donc allez hop, on lui met blocage araignée. Donc, dites-vous bien qu'il y a un grand postier derrière votre consigne boîte aux lettres. Donc, une consigne, d'une certaine manière, nous appartient, d'une certaine manière. Hein, tant qu'on est incarné, on a une consigne. D'accord, hein. Et c'est pour ça que quand on se dégage du corps, c'est-à-dire que quand notre étincelle de vie, d'abord notre âme, d'une certaine manière, se dégage du corps physique, c'est-à-dire sort du véhicule de matière, elle va aller à la gare, à la consigne, qu'on va appeler l'astral, tout simplement. Et puis, partir de là, eh bien, la clé, c'est-à-dire l'étincelle de vie, elle repartira au niveau du soleil. Parce que la clé appartient à votre esprit directeur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la consigne ne vous appartient pas et que le contenu peut être modifié en fonction du contrat de vie que vous avez besoin. Parce que lui, le postier qui est derrière, voit l'ensemble de toutes les boîtes aux lettres de l'âme humaine. Donc, vous pouvez envoyer un courrier dans le monde entier, et il arrivera dans une boîte aux lettres. Donc, il y a une distribution des choses, car l'objectif par rapport à l'âme humaine, c'est bien sûr de faire que tous ces blocages soient dépassés. Donc, nous, en tant qu'être incarné, nous allons forcément y mettre des choses dans la consigne. Donc, au départ, il y avait, allez, on va dire, 10 trucs, 10 blocages, on va dire. Parce que c'est dans notre contrat de vie, on se dit, on est venu travailler ces blocages-là. Ok, très bien. Mais cela ne va pas nous empêcher, à chaque fois qu'on va s'endormir, à chaque fois qu'on est dans la journée, vous savez, et qu'il vous arrive un problème X, Y, Z qui n'était pas prévu, enfin pas prévu parce que c'est votre mental ego qui est à l'origine de cela, bien vous ouvrez votre consigne et puis vous y remettez, comme dirait l'autre, des choses qui ne sont pas prévues pour être dans cette boîte aux lettres. Mais n'empêche que c'est vous, c'est votre clé. Donc, vous rajoutez bien ce qu'on appelle du karma. Alors, le postier, il se dit, tiens,
Il y a des choses supplémentaires qui n'étaient pas prévues. Il y en a un, il a pris la consigne, il y avait 5 trucs ou 10 trucs que je lui ai mis dedans, et puis là maintenant il est repassé, hein, puisque il est repassé à la consigne, puisqu'il s'en va, puisqu'il est mort, d'une certaine manière, et puis je me retrouve avec 55 trucs dedans, quoi. C'est-à-dire, il y a eu accumulation de choses. Donc à partir de là, eh bien, le postier va voir ce qu'il peut faire avec, et pour pouvoir regrouper les trucs. Donc quand on dit regrouper, eh bien, il va faire un rassemblement par code postal, par pays, par nation, par ce que vous voulez, et puis que, bon, nous, on appelle ça simplement des égrégores. C'est comme des grandes poubelles, en fait, entre guillemets, et on va se dire, ah bah là, tiens, c'est un problème amoureux, allez, hop, on le balance dans les problèmes amoureux. Donc, quand quelqu'un reviendra, il prendra un problème amoureux, mais ça ne veut pas dire que ça sera le même, exactement, qu'il a eu avec les mêmes personnes. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un voile de l'oubli qui est apporté, c'est qu'on n'ait pas toutes les données et qu'on puisse vivre la chose. Car ce que l'on nous demande, c'est d'être. C'est pas de comprendre, c'est d'être. Donc, si vous avez à résoudre un problème, eh bien, ce problème va se présenter à vous d'une manière ou d'une autre, puisque c'est sur votre contrat. Alors, pour revenir un petit peu aux questions de Thierry, ne peut-on pas dire que l'âme représente la somme de nos expériences émotionnelles? Oui, mais quand on dit nos expériences, il faut comprendre les expériences menées par l'ensemble de toutes les étincelles de vie appartenant au même esprit directeur. Donc l'esprit directeur, il a une clé, il a une vibration. Elle est unique. Donc, quelle que soit, je dirais, la personne qui l'enverra, l'étincelle qui l'enverra, cette personne aura la clé. Vous savez, c'est comme un appartement. Alors ça, c'est une autre question qui n'est peut-être pas écrite là, et que je vais répondre. Hein. C'est qu'ils disent, oui, mais si on a, s'il y a 8 étincelles de vie, alors comment ça se passe entre nous et les autres? Est-ce qu'on a le même contrat? Est-ce qu'on s'incarne en même temps? Écoutez, c'est simple, c'est comme une famille. Quand vous imaginez qu'il y a simplement 8 gamins, mais il y a 8 frères et sœurs. Est-ce que les 8 frères et sœurs vont avoir la même vie? Non. Par contre, d'une certaine manière, ils auront reçu la même éducation. C'est-à-dire qu'ils auront, on dira, tiens, ouais, celui-là, c'est bien de la famille Durand qui habite dans le quartier d'à côté. Vraiment, il a la tête, ils ont vraiment la tête des parents, quoi. Donc, les étincelles d'esprit, ou les étincelles de vie, comme vous voulez, eh bien, ont une parenté, et c'est normal. Donc, ils ont une culture commune. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont le même contrat de vie. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rencontrer les mêmes problématiques. Donc, quand vous êtes dans une famille, si vous êtes l'aîné, vous allez avoir des responsabilités par rapport à vos frangins et vos frangines qui sont derrière. Par contre, si vous êtes la petite dernière, je ne vois pas en quelle responsabilité vous allez avoir, puisque vous serez la chouchou. Hein, le petit dernier, c'est toujours le chouchou ou la chouchou. Donc, ce qui n'a rien à voir avec la notion d'être l'aîné. Donc, si vous êtes au milieu du tableau, c'est différent, c'est pas pareil. Donc, au niveau des étincelles de vie, c'est la même chose, c'est-à-dire que ce sont 8 clés, on va dire, de casier, hein, c'est l'esprit directeur qui, en fonction des blocages qui ont été faits par les gens de la famille, comme dirait l'autre, eh ben, il va dire, bon, là maintenant, il y a ça à travailler, il y a ça à travailler, il y a ça à travailler. Alors bien sûr, chaque esprit directeur ne travaille pas tout seul dans son coin. Lui, il est hébergé, on peut dire, sur le soleil. Et en étant hébergé sur le soleil, eh bien, il partage, on va dire, une piole. Hein, c'est-à-dire qu'il a une chambre, enfin, je prends des exemples. Hein, et puis, il y a des locataires avec lui, quoi. C'est-à-dire, un petit peu, enfin, je dirais comme à l'armée pour les gens qui l'ont fait, ou quand vous étiez à l'école en internat, vous n'êtes pas toute seule, vous n'avez pas une chambre égale un individu. Vous avez une chambre égale 8 individus, ou 4 individus. Vous savez, comme dans les hôpitaux, il n'y a pas qu'un seul lit, forcément. Donc, bien ce qu'il y a, c'est que on peut comprendre que chaque étincelle de vie, c'est comme un jeu de cartes. C'est simple, je vais vous donner vraiment, mais ça j'ai écrit là-dessus. Hein, donc là, on fait du transversal. Hein, donc Brigitte mettra les liens vers les articles correspondants. Imaginez que, vous savez, quand on joue aux cartes, on a généralement un jeu de 32 cartes. Parce que c'est 8 x 4, 32, puisqu'il y a 4 couleurs, et on verra, il y a 4 éléments. Donc vous avez 4 couleurs, enfin 4 couleurs, vous avez 2 couleurs, un masculin et un féminin, qui sont elles-mêmes subdivisées. Donc quand vous regardez par exemple la couleur, par exemple je prends la couleur rouge, on dit c'est le cœur. C'est un féminin, féminin. Par contre, quand je prends un carreau, c'est bien une couleur rouge, c'est un féminin, mais géométrique. Donc c'est un féminin masculin.
Donc si je reprends par rapport à mon schéma, eh bien ici, vous allez avoir, quand vous avez ici cette partie-là que j'appelle, qui s'appelle en fait le soi supérieur, eh bien vous allez voir que c'est un, on verra, c'est un masculin. C'est un masculin qui est féminin. Eh bien ça s'appelle le trèfle. Et puis, quand vous avez ici cette partie-là qui est donc le petit soi, hein, parce que le petit soi, enfin le petit soi inférieur, parce que le petit soi supérieur, ici, ça serait un masculin féminin, donc le trèfle. Ici, eh bien, le masculin masculin, c'est le pic. Vous allez me dire, oui, mais alors, le cœur et le carreau, c'est simple. C'est le soi, vous avez le soi énergie, c'est tout simplement le carreau, c'est-à-dire un féminin géométrique, donc un féminin masculin, et vous avez le cœur, qui est, lui, le soi essence. Donc, il faut savoir que nous avons mis autour de nous l'ensemble de toutes les informations. Simplement, c'est là notre capacité à les décoder et à comprendre ce qui se passe. Donc, vous imaginez que quand vous jouez aux cartes, vous avez d'abord 4 couleurs primordiales, qui correspondent donc à 4 statuts spécifiques de polarité. Hein, et dans chaque polarité, vous avez forcément 8 cartes. Donc, si vous regardez bien les 8 cartes, vous avez le 7, le 8, le 9, le 10. Ah tiens, c'est marrant, c'est que des chiffres. Regardez bien, vous allez voir, c'est une partie masculine. Il y en a 4. Et puis, vous allez avoir une partie féminine qui est quand même assez bizarre. C'est-à-dire, vous allez avoir le valet. Tiens, le valet, celui qui est au service 2. Intéressant. Et vous allez voir que le service 2, c'est quand vous êtes en 4D. Après, vous dites, ah oui, mais il y a la reine. Ah oui, mais ça, c'est la 5D. Et puis, après, il y a le roi. Ah oui, mais ça, c'est la 6D. Vous allez voir que petit à petit, vous dites, oui, mais qu'est-ce qui est plus fort que le roi? Ça s'appelle l'as. C'est-à-dire celui qui a fait un. Celui qui est unitaire. Donc, quand vous regardez vos cartes, vos 8 cartes, eh bien, vous avez 4 cartes qui sont, on va dire, géométriques, hein, dans le sens qu'elles ont une chiffre, 7, 8, 9, 10. Hein, je vous rappelle que le 10, c'est 1, 0, c'est-à-dire un masculin féminin. Le 9, c'est la puissance, le soleil. Non, mais enfin, je ne vais pas vous faire un cours là maintenant, mais globalement, alors regardez maintenant, quand vous voulez jouer aux cartes, vous dites, voilà, moi, mon esprit directeur, eh bien, je suis dans une piole. Oui, mais en tant qu'esprit directeur, je suis une couleur rouge, je suis une couleur, je suis un cœur, je suis un trèfle, je suis un quoi? Parce que j'ai 8 cartes à jouer, moi. Donc, forcément, vous allez voir que dans une piole, qu'il y a sur le soleil, nos esprits directeurs jouent pas en couple, mais au moins à 4 personnes minima, on va dire. Hein. Donc, c'est les pioles où il y a un minima de 4 personnes. Mais on verra qu'en fait, c'est plutôt 8, mais 2 fois 4. Mais il y a 2 tables. Mais bon, je ne veux pas compliquer les choses pour l'instant. Et donc, en fait, regardez ce qu'on peut faire avec un jeu de cartes de 32 cartes. Alors, on peut jouer, bien sûr, à la belote. Donc, vous imaginez 4 esprits directeurs ayant 8 incarnations possibles qui sont en train de taper la belote. Alors forcément, il y a des interactions. Alors vous allez dire, ah oui, mais on a des contrats d'âme, on a des flammes jumelles, Oui, mais tout ça, c'est le même pot, c'est la même chose. Parce que la même carte, si je prends par exemple le roi de cœur, le roi de cœur, il est utilisé combien de fois? Combien de milliers de fois? Parce que tout dépend du nombre de parties que vous faites. Mais combien de milliers de fois il a été utilisé? À chaque fois qu'il y a eu une partie, il était dedans. Et donc ça s'appelle des incarnations, tout simplement. Hein, donc vous dites, je joue à la belote. Ok, très bien. Mais vous pouvez aussi faire d'autres jeux que la belote. Vous n'êtes pas obligé de jouer qu'à la belote. Parce qu'avec un jeu de 32 cartes, on peut faire des réussites, on peut faire des tas d'autres jeux. Mais c'est toujours les mêmes cartes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence entre, je dirais, l'esprit directeur qui est en train de jouer pour pouvoir maîtriser la partie, en ce sens, puisqu'il a d'autres parties en face de lui, hein, il a d'autres, on ne peut pas dire adversaires, puisqu'ils sont tous dans le même cas, la même condition, ils ont 8 cartes, et quelque part, il faut qu'ils en apprennent quelque chose. Donc, pour résumer par rapport à ce que je dis au niveau des cartes, comprenez que la vie que nous jouons actuellement, c'est cela. Donc, il n'y a pas une carte qui dit « moi j'ai ma vie, j'ai mon truc, j'ai mon karma, j'ai mon truc émotionnel à moi ». Ça fait partie toujours du même paquet de cartes. Simplement, de quoi on discute? De quelle partie on discute? Hein, parce que ça dépend, bien sûr. Hein, de quelle partie? Parce qu'à chaque partie, l'empilement des cartes sera différent, puisqu'il est distribué, on va dire, d'une certaine manière aléatoirement parlant. Mais il y a eu des milliers de jeux, enfin de parties.
Ça s'est étalé depuis des milliers d'années. Donc vous imaginez que quand on désire dire ah oui, mais moi, où s'inscrit tout ce que j'ai fait dans ma vie et tout, etc., eh bien la réponse est tout simplement sur Terre. C'est-à-dire que dans le cristal de la Terre, eh bien, la consigne générale est dans le noyau de la Terre, tout simplement. Et donc la Terre a mis à disposition un certain nombre de consignes. Donc à chaque fois que vous venez avec une clé, mais avec une clé qui est appartenant à telle famille, c'est-à-dire appartenant à tel esprit directeur. Donc, en sachant ceci, eh bien, tout ce que vous ferez ira dans cette consigne, qu'on sait qui appartient à un tel, enfin qui appartient, dont on a donné la responsabilité à quelqu'un, donc à un esprit directeur. Donc, il faut sortir du schéma « moi-je ». Alors, qu'est-ce qui se passe concernant mon karma? Qu'est-ce qui se passe concernant mes blocages? Parce que, en fait, dans la réalité, eh bien, si vous n'avez plus de blocage, c'est-à-dire que vous avez, on va dire, globalement réussi à, je dirais, exécuter votre contrat de vie, donc vous pouvez être en paix, centré, tout va bien, cela n'empêche que vous n'avez pas réglé les problèmes de la famille. Donc, quelque part, eh bien, vous serez mis à contribution d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on vous apportera les soucis de certains ou d'autres qui sont vous-même, en fait, qui sont vos frères et sœurs. En clair, eh bien, on a toujours du boulot. Et c'est pour ça qu'au niveau du mental ego, on a des fois des soucis pour comprendre ce qui se passe, parce qu'on se croit limité, on croit qu'on appartient à une boîte, que c'est comme ci, c'est comme ça, que... Eh bien non. Nous faisons partie d'un ensemble, et cette fameuse âme, nous allons en parler un tout petit peu plus en avant, parce que je vais apporter. Donc, l'âme est bien la somme de nos expériences émotionnelles. Donc, c'était le début de question de Thierry qui se répond à lui-même. Alors maintenant, continuons toujours par une question de Thierry. Lorsque dans tes articles, on voit toutes nos parties âme, particules d'esprit, dissociées les unes des autres, je me pose la question de savoir qui suis-je réellement. C'est simple, on est venu là pour le découvrir. Parce que dites-vous bien que le but même de la création, c'est de répondre à la question « Qui suis-je » Donc quelqu'un qui peut répondre à la question « Qui suis-je » et qui en est parfaitement sûr, vous êtes absolument certain que c'est son mental ego qui répond. Parce qu'il n'y a qu'un mental ego qui peut avoir, on va dire, la fierté de dire « moi je sais ». Et donc, dans les autres enseignements, eh bien, on parle du mystère. C'est-à-dire, résoudre le mystère, on est loin de le faire. Enfin, on est là pour ça, en fait. Donc, il est tout à fait normal qu'un jour, dans notre évolution, la personne qui se pose la question « Qui suis-je réellement ?» veut tout simplement dire qu'il a commencé à sortir de la boîte de l'ignorance et qu'il se dise « Mais au fait, là, je ne suis pas du tout ce qu'on m'a dit que j'étais. » Je ne suis pas mon nom, je ne suis pas ma date de naissance, je ne suis pas cet individu-là, je ne suis pas mon CV, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon âme, je suis... Qui suis-je? Et on va voir que ce sont des choses imbriquées les unes dans les autres. Par exemple, quand vous prenez votre voiture, la voiture, c'est votre corps, c'est votre véhicule d'incarnation. Oui, mais il faut un chauffeur. On est d'accord. Le chauffeur, ça s'appelle votre étincelle de vie. Simplement, si vous mettez juste un chauffeur dans une voiture, mais vous lui dites absolument pas ce qu'il doit faire, il va rester en mode parking. Donc le résultat, eh bien votre chauffeur va être animé de quelque chose. Eh bien cette animation, c'est son corps émotionnel, c'est-à-dire ce que nous appelons l'âme. C'est-à-dire qu'en conduisant, eh bien il va, comme dirait l'autre, esquinter quelques portières, il va forcément, le pare-choc va avoir quelques ennuis, il va avoir des ennuis mécaniques. Pourquoi? Parce qu'il a conduit pas terrible, ou il n'a pas su réagir comme il fallait, voilà, il se retrouve dans les embouteillages, il pique sa gueulante, etc., etc. Et bien voilà, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Donc vous avez d'un côté une étincelle de vie qui a un contrat, qui dit, voilà ce que je vais expérimenter en tant que chauffeur, je sais, voilà mon contrat de vie. L'âme, eh bien, c'est toutes les notions émotionnelles que vous allez avoir et tout ce que vous allez ressentir de vivant en vous. Et votre corps physique, eh bien, c'est tout simplement le véhicule. Vous voyez, c'est pas difficile.
Donc quand nous reprenons le schéma, eh bien, nous voyons ici, dans cette partie-là, nous voyons bien que notre particule d'esprit ou étincelle de vie part du soleil de notre esprit directeur, puisque c'est une idée à expérimenter. Elle part vers le bas, d'accord? Elle va ensuite tremper dans la soupe, c'est-à-dire elle passe à la consigne à la gare, où elle va récupérer les états émotionnels et blocages émotionnels qu'elle doit résoudre, parce que c'est son objectif. Hein? Donc elle passe ici, elle fait là, et puis forcément elle va aller s'intégrer dans un corps. Alors là, bon, c'est un corps qui est fini parce qu'on était dans le processus de mort, mais globalement ici, vous êtes un petit bébé. Voilà. Et donc, à fur et à mesure que vous allez grandir, vous allez générer, bien sûr, des égrégores, hein, forcément, puisque vous pensez, vous ressentez les choses, vous leur donnez une énergie. Et c'est normal. Donc, ce qu'il y a, c'est que nous, dans notre expérimentation, ce que nous avons fait, c'est que nous avons expérimenté la séparation. Quand je dis qu'on a expérimenté la marche arrière, c'est que tout simplement, il n'y avait que des marches avant. Vous imaginez, sur un vélo, est-ce que vous avez vu une marche arrière ? Il n'y a pas de marche arrière sauf sur les vélos de cirque, entre guillemets. C'est-à-dire que vous avez des tas de vitesse pour avancer plus ou moins vite, on est d'accord. Mais si vous dites maintenant je voudrais reculer, vous faites demi-tour, mais vous ne pouvez pas reculer en étant toujours dans le même sens. Parce qu'il n'y a pas de marche arrière, parce que ça tombe en roue libre. Donc, c'est ça. Donc, la création, au départ, c'était, on était tous sur des vélos et on avance. Mais on ne peut pas reculer. Sauf si on faisait demi-tour. Et nous, on s'est dit, non, on va rester sur le vélo, et on va faire à pignon fixe, hein, c'est-à-dire que quand vous pédalez à l'envers, au lieu que ça tourne dans le vide, non, ça ne va pas tourner dans le vide. Alors ce qui se passe, vous savez, quand vous êtes sur un vélo, comme dans une voiture, vous regardez devant. Mais quand vous enclenchez la marche arrière, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans une voiture? Vous regardez dans le rétroviseur ou vous tournez carrément. Mais le véhicule, lui, il n'est pas tourné. Hein. Donc le résultat, c'est plus le pare-choc avant qui craint, c'est celui de l'arrière maintenant. Donc nous avons décidé de faire du vélo à l'envers, c'est-à-dire de regarder dans le rétroviseur. Donc le rétroviseur, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est beaucoup plus petit que le pare-brise quand même. Donc on a tellement regardé dans le rétroviseur qu'on a perdu de vue complètement le pare-brise. Donc on ne sait plus ce qu'il y a autour, parce qu'on est obnubilé par ce qu'il y a dans le rétroviseur. Et on continue à pédaler. Alors bien sûr, on se prend des coups, hein, ça c'est évident. Alors on dit, mais pourquoi on souffre? Pourquoi on est là? Parce que tout simplement, on a été assez kamikaze pour dire on va le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, tous les gens qui pédalaient comme tout le monde, vous savez, sur leur petit vélo, ils revenaient tous à la même, à la case départ, puisque le monde est un monde fermé, on va dire. C'est comme un cercle. Hein. Donc le résultat, vous partez, et puis quand vous arrivez, dites, mais moi j'ai fait que le tour du stade, mais je connais rien. Nous là, on expérimente la marche arrière, c'est-à-dire qu'on roule dans l'autre sens. Dans un sens dit involutif. C'est-à-dire on n'évolue pas, on ne fait que rabaisser notre fréquence. Donc rabaisser notre fréquence par rapport à la création, c'est tout simplement se déconnecter de lui. Or, se déconnecter de la création veut dire se déconnecter de nous, de notre étincelle de vie. Donc notre étincelle de vie est toujours là, elle a toujours été là. Donc votre petite voix a toujours été là. De tout temps. Parce que si vous regardez sur le dessin, vous ne pourriez pas être en vie si vous n'aviez pas ici cette étincelle d'esprit. Donc, cette notion, par exemple, qu'on parle de la 13D, de la 7D à la 12D, est toujours là. Donc, quand quelqu'un dit, oui, mais moi, déjà passer de la 3D à la 4D, c'est déjà galère. Mais alors imaginez, passer à la 7D, à la 8D, à la 9D, à la 11D, à la 12D, ça va être pénible. Mais alors quand on sait qu'il y en a encore 12 autres pour aller jusqu'à la 24, c'est pas des éternités qu'il nous faut, on sait pas quoi, mais alors là, on est mal barré. Mais vous allez voir que dans les prochains articles que je vais vous apporter, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que ça, puisqu'il n'y a que 3 contrats, il n'y a que 3 sauts à faire, on va dire. Et le premier, le plus important de tous, c'est de passer de la 3D à la 4D. Car quand vous passez de la 3D à la 4D, c'est-à-dire vous vous reconnectez à votre étincelle de vie. Parce que justement, votre étincelle de vie est où? Elle est coincée dans votre cœur entre la 3D et la 4D. Donc quand vous passez en 4D, vous ne ferez que rééquilibrer ce qui était en 3D. Le 3D, c'était du mental pur. Donc si vous êtes en 4D, vous allez découvrir toute la notion de cœur, c'est-à-dire de vibration.
Et donc quand vous aurez fait le plein de vibrations et que vous l'aurez équilibré avec votre logique, avec votre mental, eh bien vous serez au centre, au point zéro. Et quand vous serez au point zéro, qui vous avez en face de vous, d'après vous? Votre étincelle de vie. Donc votre étincelle de vie ne se réalisera en vous qu'à la seule condition que votre moteur, ici, de l'humain, se remette à tourner. C'est-à-dire qu'il y a un équilibrage entre la version 3D et la version 4D. Donc le but, c'est pas de dire « Ah, je vais aller en 5D ». Non, parce que pour aller en 5D, il vous faudra passer par le centre. C'est-à-dire par l'équilibrage de votre masculin et de votre féminin. Par l'équilibrage de la logique et de l'intuition. Donc on ne parle que d'équilibre. Mais vous savez, équilibre en grec, ça s'appelle sagos. Et sagos, c'est la sagesse. La sagesse, c'est être sage. Ça veut dire être en paix. Car quand quelqu'un a de la sagesse, c'est quelqu'un qui est capable de rester en paix, quel que soit le chaos qu'il y a autour de lui. Donc quand vous êtes en paix, vous êtes forcément sage. Comme une image. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'écrit sur la feuille. Il peut y avoir des tas de choses décrites. Tous vos contrats de vie. Tout, absolument tout. Donc quand toute la feuille sera griffonnée et que vous aurez fait les moindres millimètres carrés de la feuille et que vous serez au centre de la feuille, eh bien vous pourrez dire cette feuille ne m'intéresse plus, je n'ai plus rien à écrire parce que j'ai visité chaque atome, chaque molécule de cette feuille de papier et donc j'ai plus rien à faire ici, je passe à une prochaine feuille. Et cette prochaine feuille, c'est tout simplement la 5D, 6D. Et quand nous serons passés en 5D, 6D, eh bien on aura le même phénomène, c'est on repasse par le centre, et à partir de là, dès qu'on aura passé vers le centre de cette 5D, 6D, eh bien vous verrez que nous serons à ce moment-là, eh bien au-delà de la 12D, c'est-à-dire qu'on n'aura plus qu'à équilibrer les 12 premières dimensions avec les 12 autres. Donc on n'a pas à passer d'une dimension à l'autre. Ce sont simplement des étapes primordiales. Donc la première est de passer de 3D en 4D et d'équilibrer les deux. Ensuite, la seconde, on verra, ça sera d'équilibrer, on va dire, la 5D, 6D qui est forcément en relation, comme vous avez pu voir dans mes dessins comme ici. Ici, vous voyez, ici, quand on passe en 5D, c'est on équilibre le moteur du ciel avec le moteur de la Terre, parce que le moteur central, lui, est déjà équilibré. Donc, tant qu'un individu n'aura pas équilibré, on va dire, son moteur central ici, il ne pourra pas expérimenter les moteurs périphériques. Donc il est bien coincé entre le ciel et la terre. Voilà. Or, qu'est-ce qu'il y a entre le ciel et la terre? Eh bien, vous avez en jaune votre mental et vous avez en vert votre corps émotionnel, c'est-à-dire ce que l'on appelle l'âme. Donc, quand on sera en 5D, 6D, là je commence à répondre à d'autres questions, quand on sera en 5D, 6D, nous n'allons pas revisiter notre karma, il faut dire, ah, j'ai tel problème à résoudre. Nous n'avons aucun problème à résoudre. Nous allons regarder comment nous sommes arrivés à avoir tel blocage émotionnel. L'objectif ne sera pas de le résoudre, parce qu'on s'en foutra complètement, puisqu'on ne sera plus dans cette dimension. Mais on regardera comment ça s'est passé. C'est comme un accident. C'est que vous êtes toujours en marche arrière, et puis paf, vous prenez un piéton. On est d'accord. Alors, ce piéton, malheureusement, c'était votre fils, quelqu'un que, bon, bref. Et donc, vous avez un gros choc émotionnel. Le seul truc, c'est que souvent, les gens, ils pleurent, ils souffrent, alors pendant peut-être jusqu'à la fin de leur vie, mais ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas où ils ont fait l'erreur. Eh bien, le truc, quand nous serons en 5D, 6D, ça sera simplement de dire « Ah, il y a eu tel événement qui m'a fortement marqué. Ok, très bien. Alors d'abord, comment les événements se sont-ils déroulés ?» Et vous verrez à ce moment-là que ces événements qui se sont déroulés étaient plus ou moins déjà planifiés. Mais nous en étions inconscients. Totalement inconscients. Dans la majorité des cas, et vous verrez que, et ça c'est pour répondre à la question de Thierry qui vient, c'est votre particule d'esprit qui a déjà tout ça, ça fait partie de votre contrat. Donc si vous aviez à vivre un gros choc émotionnel, eh bien votre fils quand il s'est incarné savait très bien ce qu'allait lui arriver. Mais c'était inconscient, sinon il n'aurait pas pu être ce qu'il était. Et donc il n'aurait pas pu
mourir. Parce qu'il savait que si à tel jour, à telle heure, il allait avoir tel accident qu'il allait mourir, ben, il ne serait pas allé, il serait resté au lit et puis il ne l'aurait pas fait. Donc le voile de l'oubli a une fonction fondamentale, c'est de faire que l'on puisse suivre notre contrat de vie, quoi qu'il arrive. Et donc ça, on appelle ça l'être-té. Et c'est pour ça que vivre l'instant présent, c'est sortir totalement de la pyramide espace-temps. Parce que tant que vous êtes dans la pyramide espace-temps, c'est-à-dire que vous projetez, vous avez un passé, vous n'êtes pas au centre de la pyramide. Vous savez, les deux pyramides imbriquées l'une dans l'autre. Donc, tant que vous n'êtes pas au centre, tant que vous n'êtes pas au point zéro, bah, vous êtes coincé dans le système de la dualité, tout simplement. Donc là, bah, vous vivez la chose. Donc c'est pour ça que à chaque fois que l'on vit son être-té, que l'on vit son instant présent, ce que j'appelle son nicité, vous êtes obligatoirement juste. Et vous n'avez aucun jugement à porter sur tout ce qui arrive, simplement à observer ce qui se passe en vous. Et en observant ce qui se passe en vous, vous allez découvrir votre véritable nature. Et là, vous répondrez à la question basique. Qui suis-je? Donc le mystère ne se dévoilera à vos yeux qu'à la seule condition que vous soyez dans votre être-té, ce qui veut dire être dans le non-jugement. Ce qui veut dire aussi, par la même occasion, être en paix. C'est-à-dire, quoi qu'il vous arrive, même votre mort fait partie du plan. Donc c'est pour ça que dans les films de 3D, souvent on dit ah bah tiens, il y en a un qui fait la guerre, paf, il va se prendre une balle, et puis d'autres ils s'en prennent aucune. On se dit mais on comprend pas pourquoi il y en a qui sont épargnés alors que d'autres ne le sont pas. Parce que chaque balle qui est tirée intentionnellement ou pas, enfin intentionnellement ou pas, dans le sens que elle ira faire son taf là où elle doit faire. Et s'il y a éventuellement une erreur, parce que bien sûr, comme on sait que les préhumains sont tous bouchés plus ou moins quelque part, ben, il y en a un qui peut être capable de viser tel individu et de le tuer véritablement. Et c'est là que, comme miracle, la balle vient frapper la médaille, vient frapper le bouquin que vous aviez dans la poche. Il y a un truc qui va se faire que vous allez être un miraculé. C'est-à-dire que vous n'allez pas mourir. Et s'il vous arrive de mourir, eh bien, quelque part, il y a un rembobinage. Hein, ça, c'est beaucoup de gens ont vécu ça, mais n'osent pas le dire. C'est que des fois, on est mort, et puis on va se relever dans la minute qui suit. On se dit, putain, je l'ai échappé belle. En fait, vous étiez mort, mais on vous a ramené à la vie parce qu'on dit, non, non, là, c'est pas prévu, ça. Donc, moi, j'ai vécu avec des gens qui m'ont décrit, on va dire, ce genre de phénomène. Hein, et je crois que ça m'est même arrivé quand j'étais jeune. Donc, c'est en fait, vous êtes rechargé, en fait. C'est-à-dire que même si votre corps a lâché, eh bien, quelque part, il y a un mécano qui arrive et vous remet la machine en route. Bon, après, votre vie est différente. Vous savez qu'il y a quelque chose qui a changé, vous ne savez pas quoi. Eh bien voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un dérapage qui compromet, entre guillemets, votre contrat de vie, eh bien, ceci est corrigé. Dites-vous bien que quand on dit que l'on est en 5D, ça veut dire la capacité de régénérer son corps. C'est-à-dire, quand je dis régénérer son corps, ça veut dire être capable de commander à la matière. Or, imaginez votre soi supérieur. D'après vous, est-il capable de commander la matière? La réponse est oui. Donc, votre soi supérieur eh bien, est capable de faire tous les miracles que vous avez besoin. Donc, quand vous êtes en 3D, bah, il va le faire sans votre consentement parce que de toute façon, vous ne savez même pas qu'il existe. Mais quand vous serez en 5D, vous allez causer parce que le fait, je rappelle, le fait que l'on soit en 3D, 4D, va faire qu'on va causer de plus en plus avec lui. Et c'est seulement quand on aura fait un véritable contact total avec lui qu'on passera en 5D. Or, ça veut dire quoi? Que si vous passez en 5D, ça veut dire que vous écoutez votre soi supérieur. Si vous écoutez votre soi supérieur, ça veut dire que vous allez apprendre à maîtriser d'une manière consciente la co-création, c'est-à-dire la matérialisation de choses, en parlant directement au niveau atomique, là où réside votre soi supérieur. Donc, pour résumer, là je ne réponds pas à toutes les questions, je dévie un peu, mais tant pis. Le truc, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que votre soi supérieur est derrière vous en permanence.
Votre soi supérieur, on appelle ça le frère atomique, hein, comme par hasard, eh bien, alors que le véhicule d'incarnation, le soi inférieur, on appelle ça le frère solaire. Donc, le frère atomique cause avec le frère solaire, ils sont indissociables. Hein. Ils ont une mission, et ils sont deux. Il y en a un, c'est la vibration, puisque c'est un masculin-féminin, votre soi supérieur, alors que l'autre, c'est le masculin-masculin, celui qui est incarné. Donc là, celui qui vous cause aujourd'hui, là, enfin je veux dire, que vous voyez à l'écran tout ça, c'est un soi incarné. Donc c'est un masculin-masculin. Mais dedans, il y a un masculin-féminin qui lui dit des choses, qui lui dit fais ceci, fais cela, essaye ceci, essaye cela. Comprenez? Donc, enfin j'espère. Bon, allez, là, je commence à faire de la conférence, je ne réponds plus vraiment aux questions. Qui suis-je vraiment? Par exemple, lorsque l'âme reste bloquée dans l'astral inférieur et que la particule d'esprit remonte dans le soleil, où se trouve ma conscience d'être, hein? Donc, toujours question de Thierry, ta conscience d'être n'existe pas en tant que telle. C'est-à-dire que dès que tu es dissocié de ton corps, hein, donc ta particule d'esprit remonte, hein, la particule d'esprit ici, elle va remonter avec l'âme, mais l'âme va se faire arrêter dans un des deux cylindres ici, qui appartiennent à la Terre, hein, je vous signale. Donc elle va s'arrêter là, mais la particule d'esprit, elle, va continuer à grimper. Donc quelque part, vous allez bien repasser par la consigne, mais l'âme va s'arrêter dans la consigne. Par contre, la particule d'esprit, elle ne va pas s'arrêter à la consigne, elle va continuer, et elle va aller, comme dirait l'autre, retourner à la piole, on va dire, de l'esprit directeur, là où il est, et puis va lui faire son rapport. Donc l'étincelle de vie, hein, la particule d'esprit, ne retourne qu'une seule fois, on va dire, dans le soleil, à ce niveau-là, et ne fera ce rapport que seulement quand vous serez mort. Donc, tant qu'elle n'est pas repartie, vous aurez conscience de ce que vous êtes. Mais une fois que vous avez dépassé là, vous n'avez plus conscience. C'est-à-dire que vous n'avez plus d'existence propre, puisque vous avez simplement mis les datas, les données, dans la consigne. Mais vous serez incapable de pouvoir lire ces données, puisque votre étincelle de vie, elle, est repartie dans le soleil. C'est votre étincelle de vie qui fait que vous avez de l'esprit. Hein? Donc dans un autre article, je parlais. Hein? Donc ça, c'est un esprit avec un E majuscule, cette partie-là. Et puis ici, c'est un petit esprit. Hein? C'est-à-dire tout en minuscule. Donc, si votre particule d'esprit dépasse l'astral, la notion qu'il y a aussi au niveau de l'âme disparaît. Donc, je rappelle que la notion d'âme est une notion émotionnelle, alors que la notion de particule d'esprit est une notion, de conscience, de conscience pure, tout simplement, d'une logique consciente, d'une entité consciente de ce qu'elle est. Donc, simplement, une fois que votre étincelle d'esprit a dépassé l'astral, il n'y a plus de corps émotionnel. Il n'y a plus de « Ah, moi je suis ça, j'ai eu tel blocage, j'ai tel karma ». Ça n'existe plus, c'est terminé ça. Parce que ça appartient, on va dire, à l'astral, c'est-à-dire à l'espèce de corps gélatineux, entre guillemets, qu'il y a entre l'esprit et la matière. Hein, l'esprit, il est là, la matière, elle est là. Et ce que nous avons créé, il est entre les deux. Et c'est pour ça que tout esprit ne peut pas s'incarner dans la matière sans passer par la gélatine. Donc votre âme est une gélatine. Je ne veux pas dire qu'une gélatine, c'est négatif. Hein, vous savez, c'est comme un raisin, hein, comme je le dis. Eh bien, il y a le pépin, c'est-à-dire votre étincelle de vie, qui est là. Et puis, il y a la peau. Hein. Et la peau, on sait que nous, on appelle ça l'ego. Hein. Et cette peau, c'est tout simplement votre corps. Donc la gélatine, eh bien, c'est tout simplement ce qui va donner le goût au raisin. Hein, quand vous faites du vin, quand vous faites tout ça, la peau vous l'achetez, les pépins vous les jetez. Alors avec les pépins vous faites de l'huile, on est d'accord. Avec la peau, je ne sais pas ce qu'on fait, mais en fait le vin, enfin tout ce qui donne la saveur d'un raisin et tout ce qu'on va pouvoir fabriquer à partir de ce raisin, c'est à partir de cette fameuse gélatine. Hein, donc quand je dis qu'on est englué par l'âme, c'est vrai. Mais si on disait il y a un raisin, mais il n'y a aucune gélatine dans le raisin, c'est-à-dire qu'il n'y a que la peau et le pépin, vous direz, ça sert à rien, je balance. Il n'y a aucun goût, il n'y a rien. D'accord? J'espère que vous comprenez ça, que les choses paraissent séparées, mais nous avons créé, par le blocage entre l'esprit et la matière,
nos blocages émotionnels, nous avons créé un intermédiaire qui n'était pas prévu dans le plan. Hein, donc, imaginez sur un vélo. Est-ce que vous avez un pare-brise arrière? Non. Est-ce que vous avez un pare-choc arrière? Non. En créant la marche arrière, nous avons, d'une certaine manière, découvert que ces dysfonctionnements amenaient quelque chose. Et ces quelque chose se sont bien sûr entassés quelque part. Hein. Donc c'est pour ça que, comme dirait l'autre, au niveau du schéma ici, eh bien, quand on parle l'astral, c'est, je vous rappelle, l'élément air, c'est toute l'atmosphère de la Terre. Bon, alors je continue une question parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. La mémoire de toutes nos vies est-elle contenue dans notre âme ou notre particule d'esprit? Eh bien, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, les mémoires de nos vies sont engrangées dans un cristal qui est dans l'Agartha. C'est-à-dire qu'au centre de la Terre, il y a un très gros cristal qui dit, bah tiens, il y a quelqu'un qui vient d'arriver chez nous. Vous savez, la Terre, c'est comme un gros ovule, comme on dit. Hein. Oh, il y a un spermato qui arrive, on est d'accord, et puis bah, on va suivre tout ce qu'il va faire. Mais ce spermato, il a une signature. Il a la signature de votre esprit directeur. Et donc, à chaque fois que vous venez sur Terre, eh bien, forcément, le cristal central sait que vous êtes sur Terre. Maman Orantia ne peut pas dire « celui-là, c'est qui? C'est inconnu, je ne le connais pas, là. » Non. Chaque étincelle de vie qui vient s'incarner sur Terre est automatiquement connue, répertoriée. Et donc, à ce moment-là, comme vous êtes arrivé, eh bien, il y a, on va dire, le cristal, il y a un cristal qui va enregistrer tout, absolument tout ce qui se passe, enfin, de tout ce que vous allez émettre pendant cette vie. Et puis après, une fois que l'étincelle de vie repart, eh bien, automatiquement, hop, l'enregistrement est terminé. Mais les enregistrements en eux-mêmes, la cassette, elle est sur Terre. Elle n'est pas dans le ciel et elle n'est pas dans l'âme. Pas dans le ciel, elle n'est pas au niveau du soleil, elle n'est pas au niveau de l'astral ou de votre âme. Tout est enregistré dans le cristal de la Terre. Voilà pourquoi, aussi, quand nous serons en 5D, ici, nous allons avoir la tête dirigée vers l'Agartha. C'est-à-dire que nous allons être à l'envers par rapport à aujourd'hui. Donc tout ce qui touche l'astral ici, on s'en foutra d'une certaine manière, puisqu'on se dira c'est un corps émotionnel avec tous ses blocages et toutes les expériences qu'il a eues, comme un gamin. Et quand on vient là, eh bien le gamin va progressivement prendre ses aises, comme on dit. C'est-à-dire que ici, nous, en tant que parents, puisque nous sommes toujours reliés à cette âme d'une manière ou d'une autre, simplement, au lieu de diriger la tête vers le soleil, nous saurons diriger la tête vers le cristal central. Et donc, en revisitant les mémoires inscrites dans le cristal central, nous allons en même temps comprendre comment nous avons créé cet individu que l'on appelle l'âme. Quand je dis un individu, on va dire une entité. Et voilà pourquoi l'âme est collective et qu'elle appartient à Urantia Gaïa. Si nous n'avions pas nos corps d'incarnation, qui appartiennent à Urantia Gaïa, nous n'aurions jamais créé l'âme. Donc tout ça c'est un ensemble. Voilà pourquoi quand on dit dans le véhicule d'ascension, quand Urantia Gaïa va décider d'ascensionner et passer en 4D, eh bien forcément il va y avoir, comme on dit, un tri d'une certaine manière. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a un nettoyage du haut astral qui était le plus facile, parce que c'était plus proche du soleil, donc ça a été plus facile, hein, et moins dense. Parce qu'il y avait ce premier voile de l'oubli qui était là, hein. Et le bas astral, lui, il est en train de se faire, en ce moment, matraquer lourdement. Et si vous regardez la météo que nous avons là depuis le mois de janvier, c'est catastrophique. Parce que, je le rappelle là aussi, la météo, c'est notre corps émotionnel. Hein, tout ce qui se passe dans le ciel, c'est le corps émotionnel. Quand vous voyez un nuage, vous regardez un égrégore. Donc, quand l'égrégore il se casse la gueule, entre guillemets, hein, c'est avec de la flotte. Et quand vous regardez cette flotte, la flotte, c'est l'émotion. Et que contient cette flotte? Toute l'histoire. Parce que l'eau est l'agent, hein, on va dire, qui permet à la Terre de savoir tout ce qui se passe. Donc l'eau, elle peut s'évaporer.
Et puis, ben, donc, elle va les visiter là, elle va les chatouiller les égrégores ici, et puis après, elle va passer dans l'humain, dans les animaux, et elle va repartir. Donc, Maman Orantia est parfaitement au courant de tout ce qui se passe, hein, puisque nous sommes sur une planète d'eau. Nous sommes sur une planète d'émotions. Enfin, bon, j'espère que les choses se mettront en place à fur et à mesure que vous allez avancer dans la découverte des choses, mais dites-vous bien que nous faisons un totalement avec Orantia. Nous sommes indissociables d'Orantia. Indissociables. Hein. Donc la notion de dire moi j'ai ma petite âme dans mon coin qui se trimballe ici quelque part, bon c'est bien quand on est en 3D qu'on veut comprendre les choses, mais arrivé à un stade, quand on sera véritablement en 4D, et puis bon, quand on passera en 5D, ça sera complètement évident. Quand on sera en 5D, on ne parlera pas de dire moi je. On dira non, je suis au service de. Et ce que je vais faire, en regardant le cristal qu'il y a au centre de la Terre, eh bien, je vais aider à comprendre qu'est-ce qui s'est passé par rapport à lui. Et cette âme deviendra une entité. Mais simplement, cette entité n'est pas de création divine directe. Comme dirait l'autre, c'est un enfant illégitime. Mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas le respecter et lui donner plein d'amour. Bien au contraire. C'est une création pure. Simplement, cette âme, elle, a une aspiration, comme tout humain, entre guillemets, c'est de retourner bien sûr vers la source, mais aussi d'être reconnu. Quand quelqu'un est aimé, il est reconnu. Et donc, quand quelqu'un n'est pas aimé, ou se sent pas aimé, il ne se sent pas reconnu. Et donc, s'il ne se sent pas reconnu, eh bien, il va essayer de paraître, d'être à côté de l'être, en rajouter. Et parce qu'il va en rajouter, bah, quelque part, il exprime par son rajout que quelque part, eh ben, il ne se sent pas aimé et qu'il lui manque encore une reconnaissance par rapport à lui-même. Donc quand un individu équilibre son masculin-féminin, non seulement il ouvre la porte pour aller en 5D, 6D, mais il diminue par conséquent, je dirais, la nécessité d'avoir le regard des autres et d'être aimé des autres. Parce qu'il est en paix, et parce qu'il est en paix, il s'aime. Et plus il va s'aimer, et plus il sera en paix. C'est-à-dire qu'il n'aura de moins en moins besoin des autres pour exister. Il existera pour ce qu'il est. Et on appelle ça l'être-té. Donc en étant dans l'être-té, il remplit son job parfaitement. En suivant sa petite voie, il remplit son job parfaitement. Donc il n'y a ni bien ni mal. Il n'y a pas à dire oui mais moi j'ai eu souffert et puis toi tu sais pas ce que c'est. Tous les humains disent ça, enfin tous les pré-humains disent ça. Mais je peux vous dire que la souffrance a des niveaux différents. C'est comme pour grimper la montagne. Il y en a qui vont grimper une colline, ils vont dire tu sais pas ce que c'est de grimper une colline là avec une pente de 50%. L'autre tu dis bah peut-être, oui d'accord. Mais t'as grimpé combien? Ah bah non mais tu sais la colline là, attends, 1000 mètres. Hein. 1000 mètres de dénivelé. Hein. Putain, faut le faire. Hein. Surtout sur une chaise roulante. D'accord. Puis l'autre à côté dit, tu sais, ouais. Tu sais, moi j'ai fait une pente à 30%. Alors c'est sûr que c'est moins dur que 50, mais ce qu'il y a, c'est que je me suis tapé 2500 mètres de dénivelé. Alors c'est qui a fait le plus de taf? Bah, ni l'un ni l'autre, ils ont fait le taf qui était prévu dans leur contrat de vie. Donc il n'y a absolument pas à comparer quoi que ce soit entre individus. Nous avons les contrats de vie correspondant à nos capacités qu'on nous a données dans cette vie. Et d'ailleurs, on parle de ça, de dons. C'est comme si on nous avait donné, vous savez, des dons. Ah oui, j'ai un don, je suis télépathe, ou je suis ceci. Un don. Oui, c'est dans votre casier de la consigne de la gare. C'est-à-dire que si vous prenez conscience qu'il y a une consigne et que vous ouvrez gentiment et que vous regardez ce qu'il y a dedans, vous allez découvrir que si vous deviez passer dans des marécages ou faire des trucs, ben vous allez avoir un véhicule 4x4. Et que si vous étiez juste prévu pour avoir une petite vie peinard, familiale, etc., vous aurez une petite voiture familiale. Les dons que vous avez ne sont que la conséquence directe de votre contrat de vie. Donc si vous remplissez votre contrat de vie, eh bien vous allez découvrir vos dons. Par contre, si vous découvrez vos dons, mais que vous n'avez pas découvert votre contrat de vie, à ce moment-là, vous allez faire que des conneries. C'est aussi simple que ça. Bon, alors,
Dernière question de Thierry, parce qu'après, il faut quand même que je passe à la suite. Hein. Quand tu dis que nous avons décidé d'expérimenter la marche arrière, est-ce qu'il s'agit de l'idée correspondant à notre soleil, puisqu'un soleil égale une idée? Ben oui. L'idée du soleil, pas l'idée du soleil, si tous les esprits directeurs qui sont dans le soleil actuellement sont tous d'accord et ils ont tous signé de dire « moi, je veux rouler en marche arrière ». Et même mieux, on a été sélectionnés. C'est-à-dire que les esprits directeurs étant dans le soleil actuellement ne sont pas ceux qui se disent « tiens, je passais par là, je vais voir ce qui se passe ». Pas du tout. C'est comme un job, comme un boulot. Il y a eu des CV et il y a eu une sélection. Donc, tous ceux qui sont, en termes d'esprit directeur, on va dire au niveau du soleil, sont tous des volontaires à 300%. Ils ont signé et ils savent. Donc, imaginez quand vous êtes de l'autre côté et que vous écoutez un préhumain qui se lamente, tu dire mais qu'est-ce que je fous dans ce putain de monde de merde? Je suis dans la souffrance permanente, j'ai un corps qui est complètement déglingué, et puis c'est la victime totale. Alors, il y a des oppresseurs, il y a les forces de l'ombre, mais putain, on est au courant à 100%. Et c'est même nous qui avons décidé de tout ça. Et c'est même nous qui avons, et c'est con à dire, créé toutes ces choses-là pour mieux jouer. Imaginez que vous voulez jouer à la bolotte. Alors vous avez des gens qui sont débutants, ils ont joué 10 parties. Puis il y en a qui ont joué 1000 parties, qui même font de la compète au niveau national. Avec qui vous avez envie de jouer? Si vous êtes un bon, est-ce que vous allez jouer qu'avec des débutants, puis vous gagnez à tous les coups? Vous allez vous faire chier à la fin. Non, vous dites non, moi je veux taper de carton avec des gens qui sont de bon niveau. Parce que s'ils sont trop forts, ça n'a aucun intérêt. Et donc les contrats de vie que nous avons en tant qu'étincelle d'esprit sont directement proportionnels à, je dirais, à la difficulté que nous voulons avoir. Donc tout ce qu'il y a autour de nous, nous l'avons créé et demandé. Alors quand on dit oui, mais il y a des extraterrestres qui sont des méchants, qui nous ont fait des saloperies, tout. Oui, on leur a demandé. C'est quoi à dire? Mais on leur a demandé. Donc tout ce que nous connaissons aujourd'hui, tout ce que nous vivons aujourd'hui, nous en sommes l'auteur à 100%. La seule chose qui fait la différence entre un être, on va dire, éclairé et celui qui ne l'est pas, entre un lampadaire et celui qui ne l'est pas, c'est que tout simplement, il y en a un qui sait qu'on est à l'origine de tout ça, que l'autre, il ne sait pas, et ils disent, mais non, mon Dieu, mais pourquoi vous permettez qu'il y ait des enfants qui meurent? Pourquoi vous permettez des telles boucheries, des tels massacres? Pourquoi vous permettez qu'il y ait des chemtrails? Pourquoi vous permettez tout ça? C'est nous. J'espère être clair à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire, le fait de passer en 4D, c'est reprendre nos responsabilités, de dire, nous avons créé tout ça, ok, on va le regarder. Il n'y a pas à juger. Parce que c'était le but de l'expérience. On est d'accord. Mais maintenant, les temps sont finis. On va arrêter de faire les cons. On va regarder ce qui s'est passé. On se remet au centre, balle au centre, et on joue une nouvelle partie en 5D. Voilà, c'est tout. Alors, ceux qui ne veulent pas, on va dire, mettre balle au centre et qui veulent continuer à jouer, ils iront dans une 3D unifiée. Et puis voilà, puis quand ils en auront marre, qu'ils auront fait le tour du truc, ils diront, bon, on en a marre de toujours jouer au foot, on voudrait passer à autre chose, ils mettront balle au centre, et puis ils reviendront nous rejoindre en 5D. C'est un jeu. Et dites-vous bien que ce jeu est virtuel. Alors bien sûr, nous paraît complètement réel, mais c'est le but de la manœuvre, parce que s'il ne nous semblait pas réel, on ne pourrait pas le jouer. Hein, donc, d'une certaine manière, vous allez voir que notre multidimensionnalité, que j'aimerais vous faire partager d'une certaine manière, est difficile à cerner, mais en même temps, c'est intuitif, c'est-à-dire ça se ressent. Donc, si, quand vous regardez de mes schémas ou de mes trucs, vous ne comprenez pas, on s'en fout. Parce que ce qui ne comprend pas, c'est votre mental ego. Mais votre cœur derrière, lui là, bam, 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 si ça résonne et puis que ça déclenche quelque chose, ça sera une reconnexion. Mais une reconnexion qui se fera quelque part. Mais vous en foutez où ça se passe. Ça se reconnecte. Et ça suffira. Donc, ne cherchez pas à forcément lire, comprendre, détailler, parce que je vais vous dire, ça je l'ai déjà écrit aussi, c'est pas parce que je vous donne par exemple une formule mathématique expliquant la création de l'univers que vous allez être heureux, que vous allez pas avoir un problème émotionnel. Hein. Ça n'a rien à voir. Rien. Hein? Bon, allez, il faut que je continue un petit peu, parce que là, il y en a encore un paquet là. Le temps passe quand même. Alors une question de Luc Var. À la mort, la particule d'esprit rejoint l'esprit directeur avec la mémoire vibratoire de ce qu'elle a vécu, et l'âme, elle, reste dans l'astral. Mais cette âme est-elle, pour
sa réincarnation suivante, à nouveau habitée par la même particule d'esprit, ou est-elle disponible pour un autre esprit directeur qui choisirait en fonction de la charge du karma de cette âme? Dans ce cas, notre âme ne contiendrait pas forcément nos vies antérieures. Donc là, j'ai répondu déjà à toutes ces questions, d'une manière générale. Donc, notre particule d'esprit, c'est comme une carte. Une carte à jouer. Donc cette carte à jouer va jouer dans plein de trucs, sachant que la mémoire, donc cette carte à jouer appartient à un esprit directeur bien précis et qu'il n'y a pas d'échange de particules d'esprit, enfin d'échange, dans le sens qu'une particule d'esprit qui était pique va devenir soudainement cœur. Non. Donc on a des caractéristiques, et ces caractéristiques, dans un jeu de cartes, si vous avez regardé, il y a 32 cartes, mais il y a 8 cartes de chaque couleur. Ça veut dire que chaque couleur est représentée, enfin, il y a le rouge qui est représenté 2 fois, et le noir aussi, mais je veux dire, chaque style, tout est en équilibre. Il n'y en a pas un qui est en plus que tous les autres. Alors, il y a des fois des gens qui me disent, ouais, mais tu sais, Laurent, là, toi, tu nous parles de tes 8 particules d'esprit, mais Maître Ivanov, il a dit qu'il y en avait 9. Alors, c'est quoi la connerie, là? Tu déconnes où, là, Laurent? Ça s'appelle le Joker. Voilà. Donc, vous savez que quand vous avez un jeu de cartes et que vous avez un Joker, le Joker prend la valeur que vous voulez. Donc, généralement, il est plus fort, même plus fort que l'As. Eh bien, le Joker, c'est ni plus ni moins, on va pas dire votre esprit directeur carrément, mais à peu près ça. C'est-à-dire que c'est lui, il est plus fort que tout le reste. Donc, effectivement, on peut avoir 9 incarnations. Mais bon, globalement, quand on joue à la belote, on n'utilise pas le Joker. Il n'y a que dans certains jeux qu'on utilise les jokers. Alors, quand tu parles des égrégores du haut astral, tu parles de Jésus, Michael, ce sont donc des égrégores créés par des priances croyères. Mais le vrai Jésus, lui, se situe où? Plus haut? C'est simple. Là, c'est pareil. Il ne faut pas faire l'association entre un véhicule et le chauffeur. Donc le chauffeur, lui, il est venu de très loin. Mais le véhicule, il était humain. Donc il ne faut pas chercher où se situe ce qui reste du véhicule. On s'en fout. Parce que ça, du temps, on va dire du Moyen-Âge, vous savez, les fameuses reliques, ça, c'était dire, ah ouais, t'as vu là, ça, c'était le pommeau de vitesse de Jésus, alors, ou de Saint-Jean, ou de ce que vous voulez, quoi. Alors, t'as vu là, donc ça, c'est pas du fétichisme, c'est un truc qui s'y rapporte, c'est pas parce que quelqu'un je veux dire, apporter quelque chose que forcément, mais à cette époque c'était quand même beaucoup, parce qu'ils se disaient, bon si quand même on arrive à avoir la paire de godasses de Saint-Paul, c'était quand même ses vibrations, donc si on la met dans l'église, ça amènera quand même la vibration, quoi. C'est juste, c'est logique. Et il y a eu des guerres pour aller chercher des reliques, mais ça c'est par rapport à une vision très petite des choses. Dans la réalité, Jésus n'a pas de corps en soi, parce que nous, quand nous serons, on va dire en 5D, 6D, puis après qu'on passera au stade au-dessus, nous n'aurons plus de corps. Qu'est-ce qu'on aura à battre de la paire de chaussures, ou de la paire de gants, ou du slip qu'on aura utilisé? On s'en fout. Mais c'est sûr que ce que nous aurons utilisé portera, d'une certaine manière, une trace, une signature énergétique de ce que nous étions. Car je vous signale que nous spiritualisons la matière, comme on dit. C'est-à-dire que chaque fois que vous vibrez, que vous êtes à l'unisson, votre corps entier et tous les atomes qui vous composent enregistrent cette information. Alors vous allez me dire, après, qu'est-ce qui se passe depuis des milliards d'années? On est tous en train de se manger les uns les autres, parce que c'est simple, l'eau, c'est toujours les mêmes molécules d'eau. La Terre, c'est toujours les mêmes molécules. Donc le résultat, quand vous regardez une molécule d'eau, tous les individus, toutes les plantes, tous les animaux qu'elle a traversés, c'est effarant. Et bien tout ça, c'est la manière de pouvoir, on va dire, ressentir les choses, quand on arrive à un certain stade, bien sûr. Donc, une question de JM2012. Pour moi, une âme se divise en plusieurs facettes qui expérimentent plusieurs rôles simultanément, mais pas forcément au même moment ni au même endroit, afin d'élargir la connaissance de l'âme et de tout ce qui est. Bon, c'est pas difficile, on appelle ça les étincelles d'esprit. C'est autant de facettes qui ont un bout d'âme. Mais ce bout d'âme a été, je le rappelle, des mémoires prises dans une consigne. Alors, la facette la plus éveillée tirant les autres vers le haut. Au final, toutes ces expériences sont agglutinées dans le champ de l'âme et nourrissent la particule d'esprit.
Non, le champ de l'âme ne nourrit absolument pas l'esprit. Je vous signale que l'esprit est ce qui vient s'incarner dans la terre pour expérimenter quelque chose. Mais elle ne le nourrit pas, c'est l'inverse. C'est la particule d'esprit qui vous nourrit. Parce que si elle n'était pas là, on serait des cadavres. Donc n'inversons pas les choses, et là on est encore dans une vision très centriste, entre guillemets, du moi-je. Alors je continue, la facette réalisant l'expérience la plus efficiente ou marquante marque l'âme de son identité-personnalité. Non, elle ne fait que simplement apporter, on va dire, une énergie, une expérience complémentaire à l'âme de groupe. Lui, l'esprit directeur, il a pour objectif d'atteindre une certaine fréquence au niveau conscience dans cette expérimentation. Mais l'expérimentation elle-même, enfin, je veux dire, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un que vous aimez beaucoup, puis bon, bah, ça devient votre femme, vous mariez, vous faites des gosses, etc. Ok, vous avez une grosse expérience, c'est une expérience émotionnelle. Mais votre esprit, votre étincelle d'esprit, lui, n'a pas de corps émotionnel. Donc, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va se dire, marier le temps avec un tel temps, fait 3 gamins tant, dans telle vie antérieure tant, et puis c'est tout. Lui, c'est du data. L'esprit, c'est des données. Rien que des données. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est on parle d'esprit et d'âme. Alors l'esprit c'est la logique, c'est le mental, et puis l'âme c'est l'espèce de truc vibratoire, un peu bizarroïde, irrationnel, complètement magnétique, on ne sait pas où ça va. Et c'est vrai. Donc l'esprit, quel que soit le stade où vous prenez, eh bien c'est toujours une géométrie. Donc même si je parle de l'esprit avec un grand E ou du grand esprit, c'est-à-dire celui qui est tout en majuscule et que j'appelle, on va dire, le soi énergie, eh bien le soi énergie est toujours en dessous du soi essence. Donc quand on parle comme ça avec des mots de l'âme et tout ça, ce ne sont que des projections, on va dire, préhumaines sur des vérités. Hein, donc quand on regarde l'esprit dans le sens féminin, masculin, c'est-à-dire le soi énergie, ça s'appelle Michael. Quand on regarde le soi, le grand soi essence, c'est Marie. Bon, d'accord. Et puis quand vous regardez l'un, vous dites Jésus. Bon, d'accord. Mais vous pouvez descendre d'un étage, d'un cran au-dessus. Vous pouvez dire Marie, c'est la terre, c'est ma petite voix, c'est ce qui m'apporte la vie, etc. Que Michael, c'est mon mental qui me fait réfléchir et qui me dit si je pense, alors je suis. Ok, d'accord. Donc chacun, et ça j'ai écrit un article là-dessus, c'est toujours le principe des poupées russes, c'est-à-dire que c'est le même principe, simplement ça dépend à quelle échelle vous allez le dupliquer. Mais ça reste toujours la même chose, qui reste quoi? Une polarité. C'est juste une polarité. Quand vous dites Michael, c'est vous dites du masculin. Quand vous dites Marie, c'est du féminin. Quand vous dites Marie et Michael, c'est le fils, c'est quoi? C'est l'un. C'est-à-dire celui qui est au-delà de la polarité. Waouh! Alors, bon, on va passer ça, c'est pas la peine. Donc là, la question de Jim de 2012, c'est où places-tu les facettes d'âme sur ton dessin? Les facettes d'âme, je viens de répondre, c'est que ici, quand le puits de lumière que j'ai représenté là, ça correspond simplement à une étincelle de vie. Alors t'en mets 8 à côté et tu vas voir, voilà. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous incarnés en même temps, que tatati et tatati et tatata. Hein? On verra ça dans les multidimensionnalités, vous allez voir, on va s'amuser comme des grands fous. Alors là, j'ai... Attendez, je vais regarder quand même une petite chose, là, les questions, parce qu'il y a des tas de questions. Alors, je vais répondre à des petites questions intermédiaires qui me sont envoyées par Brigitte. Une question de Livia. Dans Incarnation, on est toujours soumis aux égrégores. On ne peut pas les choisir. Non. Quand je dis on ne peut pas les choisir, tu traverses, c'est comme si je te disais, écoute, tu vas faire de la plongée sous-marine, tu vas aller voir les coraux à tel endroit, c'est simple, tu vas être quand même obligé de te mouiller, quoi. C'est-à-dire que tu mets la tenue et puis tu plonges. Et puis tu rencontreras, on va dire, la faune locale. Donc si tu es dans les mers chaudes, tu auras peut-être plus de chances de croiser des requins que si tu te retrouves bien sûr au-dessus de l'Angleterre ou là-bas, je dirais en Norvège. C'est sûr qu'en Norvège les requins ne doivent pas aimer là-bas. Donc tu trouveras autre chose. Donc tout dépend dans quelle flotte tu te baignes.
Bah là, c'est pareil. C'est d'une certaine manière, les égrégores, il y a les égrégores, on va dire, collectifs. Hein, mais comme vous pouvez le voir, la météo n'est pas la même sur toute la planète. Quand vous êtes au 45e parallèle, bah, vous avez une météo de 45e parallèle. Si vous êtes à l'équateur, bah, vous avez une autre météo. Et bien là, c'est pareil. Alors, une question de Natnat, qui ou quoi est ce postier? Eh ben, la question est simple, hein, quand je disais le postier, celui qui distribue dans toutes les boîtes aux lettres, eh bien, on va l'appeler le sans-nom, si vous voulez. Hein. Parce que, si je reprends, mais là, c'est pas ce dessin-là, bah, vous savez, nous, on est une feuille, mais une feuille, c'est sur une brindille, et la brindille, c'est sur une petite branche, et puis la petite branche, elle est sur une plus grosse branche, puis la grosse branche, elle est rattachée à un tronc, qui lui-même, etc. Donc, d'une certaine manière, aussi loin où nous pouvons aller, eh bien, nous verrons qu'il y a toujours la même et unique personne derrière. Parce que ce qui nous semble aujourd'hui séparé ne l'est absolument pas. Alors, une feuille, bien sûr, semble séparée d'une autre, on est bien d'accord. Mais si l'arbre, le tronc, je veux dire, chope une maladie, toutes les feuilles auront la maladie. Donc, et si une feuille a une maladie, eh bien, d'une certaine manière, elle risque aussi de le transmettre à beaucoup d'autres. Donc on voit qu'il y a une interaction totale et que quand on essaye de mettre un nom, je dirais une étiquette sur une entité, ça devient très délicat parce qu'en fait nous sommes cette entité, mais tout dépend à quel niveau de division nous nous voyons. Alors, une question là, et les mondes spirituels, ça veut dire quoi spirituel? Les mondes spirituels n'existent pas en soi dans le sens où la spiritualité c'est un mental de 3D qui en parle. Parce que quand tu es en 4D, hein, et puis a fortiori en 5D, le mot spiritualité en 5D n'existera plus. Comme le monde religieux, ça n'existera plus. Donc la notion de monde spirituel est une notion attachée au moteur de l'humain, c'est-à-dire de 3D, 4D. Mais déjà, tu sais, quand tu vas être en 4D, tu vas regarder les spirituels en disant, ouais, bon, s'il est dit spirituel, parce que vous savez, spirituel, ça veut dire esprit, hein, spirit en anglais, donc esprit. Hein, parce que spirituel, vous mettez le E devant, ça fait esprit. Ben, quand vous parlez de l'esprit, c'est que vous faites de l'esprit et que vous essayez de comprendre par l'esprit. D'accord. On sait que quand on passe en 4D, on passe par le cœur. Et donc quand on passe par le cœur, on parle plus d'esprit. Donc une fois qu'on est bien installé dans la 4D, je peux vous dire que tout ce qui touche la religion, tout ce qui touche le spirituel, ben, vous allez le balancer par-dessus bord à la vitesse grand V. Parce que vous allez essayer de raisonner, c'est-à-dire de rentrer en résonance avec les vibrations et non plus essayer de comprendre quoi que ce soit. Donc à ce moment-là, le monde spirituel ne voudra absolument rien dire, parce que c'est une conception d'esprit. On ne voit pas tout ce que tu dessines. Bah oui, parce que là, mais vous le verrez sur la vidéo, parce que là, moi j'enregistre l'écran et tous les mouvements de ma souris sont enregistrés. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, c'est un petit truc technique, désolé, qu'on ne peut pas faire dans cette salle de cours. Une question de Néfer. Anal akashique égale cristal de la Terre. D'une certaine manière, oui. Ce sont simplement des mémoires, et ces mémoires sont enregistrées dans des cristaux. Voilà. Donc effectivement, alors Anal Akashi, c'est l'akasha, enfin ça c'est tous les mots un petit peu ésotériques, mais bon, grosso modo, c'est le disque dur, quoi. Alors, toujours une question de Néfer, lignée stellaire et lignée originelle. Oui. C'est-à-dire que si nous regardons par rapport au schéma, ici je suis situé par rapport au Soleil, mais il faut savoir que ce qu'il y a au-delà du Soleil, entre notre Soleil à nous et le Soleil, on va dire, central, eh bien il y a les constellations. Donc effectivement, notre grand soi ici, si je l'écris ici, excusez-moi, notre grand soi ici est bien en connexion avec notre petit soi ici. Alors nous, on parle de soi inférieur ou supérieur, c'est pour faire une séparation entre un masculin et un masculin féminin, mais il faut savoir que ce masculin, qui est donc toute cette partie incarnation, est en relation avec bien sûr une partie féminine, qui est le grand soi. Donc forcément, quand on parle d'extraterrestres, ben, nous sommes par définition des extraterrestres. Catherine, les enfants d'aujourd'hui, cristal, arc-en-ciel, arrivent-ils avec ou sans charge émotionnelle? Eh bien, ils arrivent karmiques. S'ils y arrivent sans, ont-ils une âme? Et oui, comme je disais tout à l'heure, tu ne peux pas aller visiter les coraux sans te mouiller. Donc forcément, ils ont, je dirais, une charge émotionnelle. Oui, ils ne peuvent pas faire sans.
C'est-à-dire que tout individu a forcément une âme, il est forcément englué. C'est-à-dire que toute étincelle d'esprit est forcément engluée, enrobée, comme tout pépin de raisin, il est enrobé par une gélatine. C'est obligatoire. Hein? Donc il a, oui, simplement la différence, c'est que eux ont, comme dirait l'autre, des connecteurs un peu décrassés, c'est-à-dire que vont pouvoir se connecter beaucoup plus facilement, je veux dire, à tout ce qui était au-dessus du voile de l'oubli. Hein, donc en clair, quand les choses vont s'améliorer, ils vont se connecter, ils vont dire mais c'est quoi le bordel là, quoi papy là, tu vois pas quoi là, tu regardes là, il y a un tel à côté de toi, machin, tu le vois pas là, mais t'es miro ou quoi là. C'est-à-dire que quand ils vont découvrir des lampadaires, ils vont se rendre compte que ces lampadaires, ben, ils sont en train de raconter des banalités, mais alors d'enfer quoi. Je veux dire, on va se dire mais bon. Ok, pour les autres, t'es un lampadaire, mais là, ce que tu me racontes, il n'y a rien de neuf. Hein. C'est ça la différence. Hein. Donc, les lampadaires qu'il y a aujourd'hui sont des gens qui sont là pour éclairer ceux qui sont plus dans la nuit, c'est-à-dire les anciens. Enfin, quand je dis les anciens, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas marché suffisamment encore sur la voie. Hein. Mais par contre, tous ceux qui naissent, on va dire, depuis l'an 2000, hein, on va dire globalement, ils en ont rien à battre de tout ce qu'on a raconté, parce que eux, ils veulent ressentir les choses, être dans l'être-té. Alors c'est pas la peine de leur sortir des théories, parce qu'ils en savent encore plus long que vous. C'est-à-dire que tout ce que vous allez dire, on va se dire, bah oui, mais c'est évident, où est le problème? Donc, pour eux, il n'y a pas de souci, et même mieux, ils vont vous corriger. Hein. Donc, c'est simplement nous, les dinosaures, qui ne sommes pas à la vibration. Mais si nous arrivons effectivement à augmenter notre fréquence, eh bien, eux, bah, c'est comme dirait l'autre, au lieu de nager dans le bocal, dans une eau qui va être très troublée, bah, l'eau sera plus claire. Et comme ça sera plus clair, bah, ils y verront plus clair. Mais eux, déjà, ils sont moins encrassés. Mais ça, ils ont quand même un corps émotionnel. Alors, vous pouvez prendre n'importe quel individu gamin, vous allez voir s'ils n'ont pas de corps émotionnel. Non, non, ils en ont un, forcément. Hein. Tout humain a un corps émotionnel, donc, d'une certaine manière, a une âme. Une question d'Oderfla. Qui décide de cette fameuse nuit noire de l'âme? Alors bon, ça c'est encore un truc, quand on dit nuit noire de l'âme, alors là ça pue la dualité à mort, hein, donc j'ai jamais écrit là-dessus parce que je sais que sinon ça va faire des grosses vagues, il n'y a pas de nuit noire de l'âme. Il y a tout simplement une reconnexion à la vérité. Alors cette reconnexion à la vérité, c'est simple, c'est que vous allez déconnecter de toutes vos croyances. Or, la croyance est si forte dans l'âme, il faut sauver son âme. C'est-à-dire que tout ce que la religion nous a inculqué, eh bien, comme dirait l'autre, c'est l'huile de vidange, là, on essaye de faire les frites dedans. Donc c'est vraiment noir, on est d'accord. Et donc la nuit noire de l'âme, c'est simplement une déconnexion par rapport à nos croyances. Donc comme on croit qu'on est une âme, et qu'on a un karma, et qu'on a tout ça, c'est sûr qu'on ne sait plus comment on s'appelle, on navigue entre les mondes, et c'est quelque chose qui est pas difficile à vivre, mais qui est difficilement soutenable, on va dire. Donc, parce que vous n'êtes pas là, quoi. Et quand vous n'êtes pas là, bah, les gens, bah, vous les emmerdez parce que vous êtes complètement pas là. Et puis vous, comme vous n'êtes pas là, vous rendez même pas compte que vous n'êtes pas là, quoi. Donc, c'est vraiment excessivement gênant pour tout le monde, aussi bien vous-même que les autres. Donc, c'est pour ça qu'on dit c'est la nuit noire de l'âme, parce que tout simplement, effectivement, c'est noir comme l'âme, d'une certaine manière, puisque je rappelle que tout blocage énergétique, eh bien, c'est une moindre lumière. Donc, si vous prenez de l'huile de vidange, ben, quand vous mettez de l'huile neuve dans le moteur, ben, elle est encore transparente, translucide, voilà. Et puis, ben, au bout d'un certain temps de fonctionnement, ben, elle n'est plus du tout transparente et elle est bien noire. Pourquoi? Parce qu'elle est chargée de tous les chocs qu'il y a eu entre les dents des engrenages. Et à chaque fois que vous avez passé les vitesses, bah, ça fait des cracks, ça a couiné, il y a eu du frottement, et forcément, l'huile est devenue de plus en plus noire. Donc la nuit noire de l'âme, c'est simplement l'âme qui se rend compte qu'elle est vraiment noire. Mais c'est une constatation tout à fait normale. Simplement, c'est un peu dérangeant parce que vous perdez tous vos repères. Hein. Donc vous n'avez plus aucun intérêt, d'une certaine manière, vous sentez plus aucun intérêt en quoi que ce soit. Donc vous vous dites mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Mais pas seulement je fous là, non, c'est vous êtes amorphe. Vous êtes entre deux eaux. Votre corps est encore là, mais vous ne l'êtes plus, quoi. Hein. Et donc ça va durer le temps que ça va durer. Et tout individu va le traverser d'une manière ou d'une autre. C'est obligatoire.
hein. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Donc, quelqu'un qui avait la petite nuit noire de l'âme il y a 15 ans, ça pouvait durer très longtemps. Aujourd'hui, bah, ça, comme dirait l'autre, le détergent est beaucoup plus efficace. Donc, parce que les égrégores se font quand même relativement taper dessus et que le premier vol de l'oubli est quand même assez percé, qui fait que la nuit noire de l'âme peut être quelque chose d'extrêmement rapide aujourd'hui pour une personne. Je dis rapide par rapport à avant. Je n'ai pas dit que ça allait se faire en 10 minutes ou vous allez durer 2 jours ou 3 jours. Ça pourra peut-être durer 1 mois ou 2 mois, mais avant on parlait en termes d'années, pour pas dire plus. Donc, c'est une zone à traverser, c'est normal. Hein, vous imaginez tout simplement votre étincelle de, enfin là on dit particule d'esprit, mais votre conscience, c'est comme si vous alliez traverser ça, quoi. Puis arrive un moment, dès que votre fréquence est suffisante pour vous connecter à votre soi supérieur, vous vous rendez compte que tout ce qui était là dans la notion d'âme, entre le premier voile et le deuxième voile, eh bien c'était lourd à gérer, quoi. Hein, mais bon, ça fait partie du jeu. Comme dire l'autre, c'est un peu la marée noire, quoi. Parce que sur la planète, quand on regarde l'astral, bah, c'est la marée noire. Hein, il n'y a pas d'autre mot à dire. Hein, c'est la marée noire. Et donc, bah, quand vous êtes un zozio, vous essayez de vous sortir de la marée noire, c'est sûr que ça pue ça pue le pétrole à plein nez, quoi. Mais bon, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas vous en sortir. Tout dépendra de l'aide qu'on va vous apporter. Et cette aide, eh bien, nous on dit c'est les anges. En fait, c'est votre soi supérieur qui vient. Et donc, c'est pour ça que les extraterrestres, qui sont en fait nos frères, qui sont en fait nous-mêmes, c'est une autre partie de nous-mêmes qui vient nous aider, eh bien, sont là pour nous aider à décaper, à faire le nécessaire pour qu'on respire encore. Car si aujourd'hui les extraterrestres n'étaient pas intervenus pour nettoyer la planète au moins au XXe siècle, on serait déjà mort depuis longtemps, tellement on est intoxiqué à tous les niveaux. Donc, nous sommes dans une clinique, on va dire, hautement surveillée. Vous savez, comme les gens qui ont un système immunitaire complètement déficient, on les met dans une salle avec un truc en plastique autour, il faut qu'il n'y ait personne qui approche parce que sinon ils crèvent. Et bien, c'est à peu près dans ce stade qu'on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes dans un milieu extrêmement confiné où toute intervention extérieure, je dirais faite par des méchants, entre guillemets, n'est pas acceptée, n'est plus acceptée. Donc aujourd'hui, on est en train de remonter notre système immunitaire, et remonter notre système immunitaire veut dire tout simplement redécouvrir qui nous sommes et remettre en route la puissance qui nous habite. Parce que on a laissé tout aux autres. Aux médecins pour notre santé, à tout ce que vous voulez, aux religieux pour notre âme, aux politiques pour qu'on ait un boulot d'esclaves, etc., etc., aux industries alimentaires. Enfin, on leur a tout donné, quoi. Donc maintenant, on reprend les rênes. C'est-à-dire que nous remettons notre système immunitaire en marche. Et ce système immunitaire s'appelle simplement cette intelligence du cœur, c'est-à-dire de ressentir par résonance ce qui roule avec vous, ce qui ne roule plus avec vous. Donc si vous suivez vos résonances intérieures, eh bien obligatoirement vous remettez en état ce moteur, en état de marche, ce moteur de l'humain. Ce qui fait que après, avec un bon système immunitaire, quelle que soit la force de l'ombre qui se pointera, vous direz coucou, salut, c'est bien, mais excuse-moi, là, je n'ai pas partagé ma bière avec toi, parce que je bois plus de bière, je passe à autre chose, là. Et puis l'autre, il ne pourra rien faire. Quand je dis l'autre, les autres énergies, ou formes, si vous voulez, d'énergie. Alors, une question de Natibio, est-ce que tout cela est valable aussi pour nos cousins, les animaux? La réponse est simple, non. Pourquoi? Parce que, d'une certaine manière, si ce sont des animaux, ça veut dire qu'ils sont encore dans le stade évolutif qui est là. Attendez, je vais supprimer tout ça. Dans le stade évolutif qui est là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore confrontés au voile de l'oubli. Ils n'ont pas une conscience individuelle. Donc, ils n'ont pas de souci de séparation. Donc, par définition, un animal subit les choses, il est dans son être-té. Et donc, c'est nous qui lui faisons toutes les misères du monde. Mais aucun animal ne fait une misère à d'autres animaux. Il y a une espèce d'écologie. Et donc, comme on dit, quand un animal en bouffe un autre, c'est parce que tout simplement, il est prévu pour, et que l'autre a dit, oui, on est tous en train de se multiplier, il faut réguler un peu. Mais c'est personne qui décide de qui va bouffer qui. Entre guillemets.
c'est que les choses se font d'une manière tout à fait naturelle et avec respect. Ce qui n'est absolument pas le cas du préhumain. Le préhumain tue pour bouffer, et regardez maintenant tout ce qui est comment nous traitons les animaux. Il n'y a plus absolument aucun respect de quoi que ce soit. Hein, bon. Puis bon, maintenant, si vous le savez aussi, c'est que si vous voulez vraiment passer en 4D et d'une manière stable, ben, faut arrêter de bouffer nos frères, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore beaucoup de questions sur cet article? Bon. Alors, une question de Natnat. Question à propos de la Lune. Tu dis, Laurent, que c'est la Lune qui délimite l'astral. Donc, pas de Lune égale pas d'astral. Faux. La Lune, c'est un mirador, c'est-à-dire c'est pour tenir les toxiques que nous sommes à distance. C'est-à-dire que toute personne habitant la Terre, enfin, entre guillemets, ne peut pas aller au-delà. Hein, et on le verra dans la question, dans le reste de la question. Donc il ne faut pas dire Lune égale astral. Non, l'astral est là. Hein, ça veut dire c'est comme une tôle. Hein, vous avez des périphériques, hein, vous avez des tas de choses, il y a un grillage. Alors vous dites, oui, il y a un grillage, il ne faut pas aller plus loin. Mais comme il y en a qui essaieront toujours d'aller plus loin, ben, vous avez un mirador. Donc la Lune, c'est le mirador. Hein, mais ce n'est pas l'astral. Hein, donc il ne faut pas faire ça. Donc on pourrait penser que la Lune, notre Lune, serait un astre trafiqué ou artificiel. Oui. C'est un poste d'observation. Oui. Jacqueline Bousquet, pour la citer, affirmait que personne n'est jamais allé sur la Lune. Oui, personne n'est allé sur la Lune. Que toute cette histoire est un coup monté. Oui. Car aucun être humain n'aurait supporté physiquement de dépasser la ceinture de Van Allen. Oui. On se demande finalement si elle existe matériellement, cette Lune. Hein, on se demande si c'est pas un truc du genre hologramme. Et pourtant, on l'aime. Oui. Parce que quelqu'un, comme dirait l'autre, qui est en tôle et qui ne voit que le gardien, ben il aime son gardien parce que s'il n'y avait pas son gardien, quelque part, il serait paumé. Mais il ne sait pas qu'il est en tôle. Donc on peut aimer la Lune. Et on a le droit de l'aimer parce que c'est une entité. Enfin, d'une certaine manière, parce que même ce que nous pensons être artificiel, si par exemple, je prends votre voiture, vous dites, ouais, bon, c'est un tas de ferraille avec du plastique. Faux. Alors, ben, c'est vrai sur le plan matériel, mais c'est une entité, vous l'avez travaillé, hein, ben, quand vous l'avez travaillé, tous ceux qui ont travaillé la ferraille, eh bien, ils y ont mis du cœur, enfin, à leur manière, hein, et en fait, parlez avec votre voiture et vous allez voir qu'elle vous répond. Traitez-la avec respect et vous verrez qu'elle ne tombera pas en panne. Par contre, maudissez-la, dites qu'elle a une mauvaise couleur au carreau, et vous allez voir, vous allez avoir des emmerdes. Faites ça avec n'importe quel objet qui vous entoure, et vous allez vous rendre compte que ce qui vous semble inanimé est en vie. Parce que, en fait, toute matière, regardez, l'ordinateur avec lequel je parle là aujourd'hui, il est bien fabriqué avec de la matière. Or, cette matière, c'est des atomes. Or, où se situe votre soi supérieur? Au niveau atomique. Donc, vous ne pouvez pas dire que dans les touches de plastique de l'ordinateur, il n'y a pas un soi. Il y en a un. Donc, quand vous allez vous connecter à votre soi supérieur, vous allez aussi vous connecter avec la cafetière, avec l'ordinateur, avec la voiture et avec tout ça. Oui. Donc, comprenez que ce que nous pensons être une non-vie est une vie. Tout dépend à quel niveau on la regarde et à quel niveau on communique. C'est sûr que si vous êtes bouché à l'émery, que vous ne communiquez pas avec votre soi supérieur, vous aurez du mal à communiquer avec un caillou, ou avec un arbre, ou encore, on dit un arbre, ça vit, mais un caillou, là déjà, aller dire à quelqu'un qu'un caillou c'est vivant, il aura du mal à vous suivre. Alors, si vous lui dites qu'en plus, votre voiture ou votre cafetière, il vous cause, là, ça va frôler l'internat. Hein. Donc, c'est pas la peine de le dire, mais ça n'empêche pas de le faire. C'est-à-dire que moi, je parle à ma voiture. Et quand je la nettoie, ben, je la nettoie, mais je lui fais une toilette, quoi. Et puis, je veux dire, j'entretiens une relation respectueuse avec ma voiture. Je vais pas à coup de savate, j'y vais pas à coup de clé à molette comme ça en disant fais chier ou non. Soyez respectueux de tout ce qui vous entoure et vous allez voir que votre vie va devenir beaucoup plus facile à vivre. Alors, une question d'Yann. J'ai du mal avec l'âme individuelle. L'idée d'une âme humaine collective me séduit, mais où est l'individualisation si c'est le cas? C'est quoi l'âme à part la somme des égrégores? Est-ce que l'esprit directeur qui nous anime est dans une filiation karmique par rapport à l'âme?
Donc là, j'ai répondu à tout ça, c'est-à-dire qu'il vient chercher la même, si tant est qu'elle puisse avoir une existence autonome. Pourquoi l'esprit directeur nous semble si lointain alors que l'âme, nous pouvons la ressentir? Ben, la question et la réponse est vachement simple. Donc on reprend toujours la notion du raisin. Il y a le pépin, hein, d'accord? Il y a la peau, et entre les deux, il y a la gélatine. Alors la question est, comment la peau peut-elle causer au pépin? Parce que la peau, je vous rappelle, c'est votre ego, c'est votre corps, c'est votre physique, c'est votre véhicule d'incarnation. Parce que s'il n'y avait pas de peau, on aurait du mal à avoir du raisin. Puisque la gélatine, ben, foutrait le camp partout. Enfin, je veux dire, il n'y aurait pas d'individualisation. Donc nous sommes dans un contenant. Hein, c'est-à-dire que ben, la peau, c'est ce qui nous délimite. Donc on appelle ça l'ego. Alors quelqu'un qui veut tuer son ego, il est mal barré. Hein. Donc vous avez un ego, c'est normal. Parce que c'est la peau, c'est ce qui donne la consistance. Mais après, elle est remplie. Donc, mais l'étincelle d'esprit, hein, bah lui, il est au milieu, mais il y a toute la gélatine entre les deux. Donc, bah, d'une certaine manière, l'esprit directeur ne peut pas te causer directement à la peau, parce que lui, bah, il a envoyé des pépins, on est d'accord, et le pépin, lui, il ne touche pas la peau direct. Est-ce que vous avez trouvé, vous, un grain de raisin dont le pépin touche la peau? Non, le pépin est bien au milieu. Pourquoi? Parce qu'il est au centre de tout. Comme le cristal de la Terre, il est au centre. Et nous sommes sur la peau. Nous sommes sur la peau du grain de raisin qu'on appelle Urantia. Donc on est sur la peau extérieure. Après on sera sur la peau intérieure, donc plus en contact on va dire. Mais hein, et on regardera à travers la gélatine pour se dire ah ouais t'as vu là le pépin il est là-bas et ben, on va se mettre en contact avec lui et puis bon, ben, on va voir pourquoi toute cette gélatine existe. Ouais, les choses sont simples. Mais bon. Alors, qu'est-ce qui unifie l'âme et l'esprit directeur? Seulement le contrat de vie? Y a-t-il une identité de notre esprit directeur? Notre esprit directeur a une identité qui est celle de toutes ses expériences antérieures en tant qu'esprit directeur. Donc ça, c'est déjà une chose, on est d'accord. Ensuite, qu'est-ce qui le relie à l'âme? L'âme, c'est tout simplement une création de l'esprit directeur. Parce que si l'esprit directeur, c'était pas, on va dire, on n'avait pas envoyé ses étincelles d'esprit sur Orantin Gaïa, il n'y aurait jamais eu de création d'âme. Donc, on peut dire que d'une certaine manière, eh bien, si notre âme est notre enfant intérieur, eh bien, notre esprit directeur, c'est grand-père. Parce que nous, on est le papa, on l'a fait vivre, hein. Faut donner à bouffer, comme dirait l'autre au gamin. Donc, quelque part, notre enfant intérieur est vachement content quand on l'écoute et quand on répond à ses attentes. C'est clair. Donc les enfants, ils pignent, ils sont contents, ils disent ouais putain, papa il m'a donné de la barbe, enfin de la barbe à papa, il m'a donné des trucs et des machins. Là, ce week-end, on va aller faire ceci, on va aller faire cela, ouais, classe. Donc elle est contente. Donc on appelle ça être en joie. Donc à chaque fois que vous répondez positivement, je dirais à votre enfant intérieur, eh bien vous êtes en joie. Car la joie, c'est tout simplement l'expression de votre enfant intérieur, donc de votre âme. On est d'accord. Mais votre étincelle de vie, hein, votre étincelle d'esprit, c'est le dépositaire de grand-père. C'est-à-dire, c'est la photo souvenir sur le mur, et dire, t'as vu, ça c'est grand-père. Voilà quoi. Donc, dernière question de René Pierre. Hein. Il est dit que dans les Écritures que nous sommes des dieux. Cela a-t-il un rapport avec le fait que l'homme, dans sa marche arrière, a créé l'âme? Oui. Il est donc créateur et bien sûr fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors là, on reprend les Écritures. Alors quand on dit à l'image, ça veut dire ça c'est la géométrie, c'est l'aspect masculin des choses. Donc à l'image, d'une certaine manière, oui. Hein, c'est pour ça qu'on imagine Dieu avec une barbe blanche assis sur un nuage. Et puis à la ressemblance, c'est-à-dire quand on dit la ressemblance, au niveau de ce terme-là, c'est pas seulement l'aspect physique, c'est aussi l'aspect vibratoire. Parce qu'en changeant l'aspect vibratoire, je change l'aspect physique. C'est-à-dire que, par exemple, pour les gens qui, comme moi, des fois peuvent changer de couleur des yeux en fonction des émotions et de ce qu'ils ressentent. Donc, grosso modo, mon corps ne change pas, mais la couleur de mes yeux change. Qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, c'est ma ressemblance, c'est-à-dire ma vibration. Donc, quand je me réveille le matin et que je n'ai pas encore turbiné au niveau du mental, j'ai la couleur des yeux, d'une certaine couleur. Ça ne peut pas dire que mes sourcils ont changé, que les oreilles ont changé, que le nez a changé, que mon corps a changé. Non, la couleur de mes yeux a changé. D'accord? Donc il y a, quand on dit être à l'image, à la ressemblance, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect masculin géométrique et l'aspect vibratoire féminin. Donc effectivement, d'une certaine manière, on a créé l'âme à notre ressemblance. Oui.
puisque c'est nous, par nos émotions, notre corps émotionnel, qui lui donnons, d'une certaine manière, les choses bonnes et moins bonnes, on va dire. Et puis, à notre image, d'une certaine manière, puisque nous sommes une entité, on va dire, collective, puisque l'âme est collective. Vous savez, quand on dit des esprits directeurs sur le soleil, nous faisons un, comme un régiment. Donc nous sommes dans tel régiment et on va sur Terre, donc on fait partie de la même famille. Donc effectivement, il y a, de toute façon, ce n'est que toujours le système des poupées russes, c'est-à-dire toujours le même phénomène qui est dupliqué à des échelles différentes. Mais ça reste toujours dans le même principe. Vous savez, plus une chose nous semble complexe, compliquée, plus ça prend de l'ampleur, plus il faut savoir que les règles fondamentales doivent être d'une simplicité, mais alors enfantine. Parce que si c'est pas d'une simplicité parfaite, ça va foutre un bordel monstre. Parce que si tout est exploré, la moindre faille deviendra un bordel d'enfer. Donc quelque part, les règles de l'univers sont extrêmement simples. C'est simplement après, quand ça se développe, que ça nous paraît compliqué et complexe. Mais quand vous avez retrouvé on va dire la simplicité de la règle, vous expliquez tout ce que vous voulez. Alors, quand nous nous réincarnons, nous reprenons l'âme restée dans l'astral lors de notre dernière remontée comme un vêtement que nous retrouvons. Et cette âme, notre enfant intérieur, pendant qu'on est parti faire notre rapport à l'esprit directeur, elle fait sa vie. Non. C'est-à-dire que quand vous mettez des choses dans votre casier, entre guillemets, puis après vous repartez au niveau du soleil, les choses qui sont dans le casier restent dans le casier. Je veux dire, votre fringue, elle ne va pas avoir sa propre vie, elle ne va pas continuer sa vie. Non, elle fait partie simplement de l'inventaire, c'est-à-dire de tout ce qui appartient à l'âme. Donc après, c'est le postier qui va réorganiser les choses un peu comme il a envie. Donc, il fait sa vie, et quel genre de vie ? Elle n'a pas quel genre de vie, simplement, elle sera, entre guillemets, l'âme ne peut vivre qu'à la seule condition qu'il y ait une étincelle de vie. S'il n'y a pas d'étincelle de vie qui vient dans un corps, c'est-à-dire s'il n'y a pas une particule d'esprit qui vient s'incarner dans la matière, l'âme ne peut absolument rien faire. C'est de la gélatine toute seule. Donc, il n'y a ni pépin, donc ni enveloppe. La seule chose, c'est qu'elle est collée sur une boule. Donc par la gravité, elle est coincée. Elle est coincée dans l'astral, comme l'air. Toutes les molécules d'air sont attirées par la gravitation. Bon, supprimez la gravitation, vous allez voir toutes les molécules d'air, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Elles vont se barrer elles vont se dissoudre, elles vont se barrer dans le néant, dans le vide. Et il n'y aura plus d'atmosphère. Donc là, on ne pourra plus dire, il y a une âme. Non, ça sera dispersé. Tout ça, c'est dû à la gravitation. Et on sait que la gravitation s'appelle un rayon d'amour. Mais bon, ça, c'est encore d'autres choses qu'on pourra parler plus tard. Enfin, notre conscience, dans cette hypothèse, bénéficie-t-elle du don d'ubiquité ? Alors moi, je ne suis pas un savant, je ne sais pas ce que ça veut dire, ubiquité, donc je ne peux pas répondre. Simple curiosité, car je sais que cela n'a aucune importance en soi. Merci. Voilà, donc je vais m'arrêter pour cette première question, à moins qu'il y ait encore... alors, une question de Catherine, l'appellation famille d'âme n'est donc pas très appropriée, ce serait plus juste de dire famille d'esprit directeur. Oui. Oui. Donc, quand vous êtes habitué à imaginer, parce que c'est pour ça que quand je dis on est 8 par piole, parce que, bon, il y a 4, si je reprends la notion des cartes à jouer, vous avez un jeu de cartes avec bien sûr 4 couleurs, mais il y a aussi un autre jeu de cartes. Donc il y a 2 tables, et donc il y a un jeu de cartes qui sera féminin, il y aura un jeu de cartes qui sera masculin. Et donc il y a 8. On verra qu'il y a 8 x 8, 64. C'est-à-dire que, quelque part, il y a 64 cartes qui sont battues. Simplement, elles vont se battre sur 2 tables différentes. Donc, c'est pas une forme de compète, mais disons qu'il y a des interactions importantes. Et forcément, puisque les esprits directeurs sont dans la même piole, moi ces 8-là, eh bien, ils vont forcément jouer un maximum entre eux. Donc, il va y avoir des liens très 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 forts entre chaque carte. Donc, quand vous jouez, 1000 parties avec le même jeu de cartes, il est sûr que la dame de cœur aura été en contact avec toutes les autres cartes, d'une manière ou d'une autre. Mais, statistiquement, on verra qu'il y a plus de chances qu'elle soit avec une carte plutôt qu'une autre. Ça dépend du jeu que vous jouez. Donc, il y a donc effectivement des familles d'esprits directeurs qui jouent ensemble. Complètement. Bon.
je vais